Et voilà, chers amis, nous voici encore. Bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous êtes. Moi, c'est Mac Lushimba, libre penseur. Je reviens encore pour parler, comme d'habitude, de la République démocratique du Congo. Et comme le montre le titre, mon sujet, c'est des Rwandais qui rejettent la théorie de la balkanisation du Congo. C'est ce qui m'a un peu inspiré. J'étais tellement occupé, je pouvais donc parler de cette histoire il y a 2 ou 3 semaines, mais dû aux occupations, je me suis dit que les jours où j'aurai le temps, j'en parlerai. Et c'est aujourd'hui que j'ai un peu de temps. Le problème, c'est quoi au juste? Vous avez suivi, vous tous, il y a eu une vidéo qui a couru sur les réseaux, donc sur les médias, comme nous disons, les social media. Donc les médias sociaux, là où il y avait des Rwandais qui ont organisé une émission chez eux, donc à Kigali, au Rwanda, dans laquelle ils ont balayé catégoriquement donc, la théorie du complot de la balkanisation du Congo. Selon eux, donc les Congolais sont des menteurs, des rêveurs. Les Rwandais n'ont aucune intention pour balkaniser le Congo. Donc en conclusion, je vais lire des détails, mais selon ce que moi j'ai suivi, en conclusion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Congolais sont des incapables, ils ont échoué d'organiser leur pays eux-mêmes. Alors, il y a une sorte de complexe. Ils ont rejeté donc leurs erreurs, leurs échecs. Ils veulent rejeter leurs erreurs et leurs échecs sur le dos d'autrui. Et le bouc émissaire, c'est qui? Ce sont les Banyamulenge que les Congolais continuent à rejeter. Alors, avant de commencer, je voudrais à ce que nous puissions, en tout cas, songer à ce qui est en train de se passer dans l'Est du Congo. Vous voyez, il y a encore des vidéos, il y a des photos qui montrent que les soi-disant ADF Nalu sont en train de tuer sérieusement et ils ont même augmenté d'intensité dans leur tuerie. Parce que j'ai reçu des vidéos que je vais mettre sur WhatsApp et Facebook si je finis, là où il y a maintenant des vagues de population aux alentours de Beni qui sont en train de fuir les villages en masse maintenant pour aller se réfugier au centre de Beni. Bonjour Moïse Soamo. Donc c'est pour vous dire que les choses sont devenues très graves. Et je ne sais pas ce que le gouvernement, le soi-disant gouvernement est en train de faire. Parce que récemment, on nous a présenté des militaires congolais qu'ils sont en train d'aller de victoire en victoire, ils sont en train de repousser donc les coupeurs de gorge, mais malheureusement, ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, c'est le contraire de ce qu'on nous montre. Et ça montre que ça ne va pas au Congo. Et aussi, il y a un sujet qui fait tellement beaucoup de bruit. C'est le livre de Charles Onana qui a fait à ce qu'un compatriote congolais du nom de Jacques Matande a interviewé donc Charles Onana sur BBC à partir du Sénégal. Et la chose s'est passée, c'est l'année dernière. C'est pas au mois de novembre 2019. L'interview s'était bien passée et Charles Onana a parlé de ce qu'il a écrit dans son livre. Il a un livre qu'il vient d'écrire qui fait un peu trop de bruit. Je pense que je vais acheter ça. Si nous allons sur Amazon, le livre coûte $35,84. Je vais tout faire d'ici 2 semaines, j'aurai ce livre, je dois lire ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait trop de bruit. Donc Charles Onana a été reçu par un compatriote congolais au Sénégal sur la chaîne BBC Sénégal, Dakar. Là-bas, il a été interviewé
Et Charles Onana a bien dit que ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, que nous appelons le génocide des Tutsis, c'est le génocide rwandais. Charles Onana a dit que ce qu'on nous présente, ce qu'on nous a toujours présenté jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire dans 25 ans, ce n'est que mensonge sur mensonge. Si nous pouvons avoir le temps donc, de méditer, de faire des recherches nous aussi, nous allons voir que on a forcé le monde à ce qu'il puisse accepter le mensonge. Et le comportement des gens qui le font est maintenant clair. Parce que vous voyez, BBC, c'est une grande chaîne de radio, télévision même, combinée à beaucoup de choses qui appartient donc aux Anglais. Et le gouvernement anglais a une main là-dedans. Alors vous comprendrez que pourquoi est-ce que on devait, donc après l'interview de Charles Onana, on devait donc enlever notre confrère Jacques Matande de ses fonctions au mois de janvier. Parce qu'après l'interview au mois de novembre, il est allé en vacances. Et on lui a écrit une lettre, soit disant qu'il a été viré du boulot. Alors vous comprendrez que le combat que nous sommes en train de mener, chers frères et sœurs congolais, moi j'ai toujours dit, parmi beaucoup de gens, des Congolais honnêtes, on a toujours dit que nous devons faire comprendre au monde, c'est ça notre mission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment un petit pays comme le Rwanda peut donc déstabiliser le Congo? Le Congolais, donc vous n'êtes rien, non. Nous devons faire comprendre au monde que le Rwanda, c'est ce qu'on appelle l'iceberg, le dessus de l'iceberg. Et l'iceberg, c'est un grand morceau de glace sur l'océan. Souvent, quand vous naviguez sur l'océan, vous allez voir donc le sommet de ce grand morceau de glace-là. C'est une toute petite partie. Vous pouvez vous tromper que, bon, ici, il n'y a rien, vous allez shooter ça. Mais en réalité, c'est qu'il y a un gros morceau qui est caché au bas. Et c'est ce qui cause d'ailleurs beaucoup d'accidents. Si Titanic était tombé, si vous suivez bien l'histoire, Titanic était tombé, pourquoi? Parce qu'il s'était cogné dans l'iceberg, dans le morceau de glace. Pourquoi? Parce que le capitaine croyait que c'était un petit morceau de glace, le bateau est tellement géant, il peut donc cogner là-bas et passer. Mais à sa plus grande surprise, ce qui se cachait au bas de l'océan, c'était le grand morceau. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo. Donc, les gens qui ne sont pas bien informés sur ce qui se passe au Congo, ils ne voient que le Rwanda, avec sa petitesse et sa pauvreté. Non, Rwanda est un pays pauvre. Comment est-ce que le Congo, comment est-ce que le petit Rwanda pauvre peut déstabiliser le Congo? Donc, les Congolais sont rien. Non. Le Rwanda, c'est une sorte de prétexte. C'est un envoyé. Un envoyé de qui? De grande puissance. Nous l'avons toujours dit. Et ce qui est arrivé à notre confrère Jacques Matande de BBC Dakar, qu'on vient donc de bouter dehors. Pourquoi? Parce qu'il a accordé une simple interview à un écrivain de grande renommée, Charles Onana, le franco-camerounais, qui dit des vérités. Alors ça doit nous faire raisonner, nous Congolais, qu'il y a un grand effort qui a toujours été fait, ça fait maintenant 25 ans, c'est-à-dire pour bloquer les voix des Congolais. Et je pense que, heureusement, nous avons la chance parce qu'il y a les médias sociaux, ce que nous appelons social media, c'est que nous pouvons contourner donc les grandes chaînes de télévision telles que CNN, BBC, France 24, les RFI, les radios, là, tout ça. Nous pouvons maintenant les contourner et exposer nos problèmes. La science a évolué et cela est en train de nous aider. Si nous vivions à l'ancienne époque, là où il n'y avait que des grandes chaînes de télévision pour véhiculer l'information, ou bien les grandes chaînes de radio, je pense que, mes chers amis, personne n'allait savoir ce qui se passe au Congo. Pourquoi? Parce que les gens qui contrôlent les grandes chaînes de télévision, ce sont eux, les vendeurs d'armes, c'est eux donc qui contrôlent l'information,
Quand vous voulez dire une chose, vous travaillez dans une chaîne, pour une chaîne de télévision, une chaîne de radio, ils prennent d'abord votre émission, ce que vous voulez dire. Ils lisent ça et ils vous disent non, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que vous voulez dire des choses qui vont compromettre leur intégrité, qui va faire que le monde saura le mal que ces gens-là font. Alors avec l'ère actuelle, que nous appelons l'ère des multinationales, vous verrez que les mêmes personnes, vous pouvez les retrouver dans 5, 6, 7 compagnies. C'est-à-dire, il est directeur dans une compagnie de télévision. Si vous allez là où on fabrique les armes, vous allez le voir là-bas, il siège dans le conseil d'administration. Donc, si vous allez là où on cultive, je ne sais pas, du café, de la drogue, il est là. Si vous contournez là-bas, là où on exploite le diamant, le coltan, donc le cobalt, vous allez trouver le même monsieur est là. Et ce sont ces gens-là, leur groupe qu'on appelle donc des multinationales. Un petit groupe de gens dans le monde, surtout qui sont des Américains, des Anglais, dont les Américains et les Européens en général. C'est eux qui ont pris le monde en otage. Et c'est eux qui ont fait ce qui est en train d'arriver au Congo aujourd'hui. Il faut être sage et malin pour comprendre. Heureusement que moi, je suis parmi les gens qui, donc, avons toujours dit ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui croient que nous passons le temps. Mais avec le problème de la BBC, je pense que ça va ouvrir les yeux des Congolais. Nous sommes combattus non pas par le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit envoyé. L'Ouganda, c'est un petit envoyé. On les envoie par les puissances. Le Congo est déstabilisé par les puissances. Parce qu'une guerre, ça coûte cher. Le Rwanda et l'Ouganda, laissés à eux-mêmes devant le Congo, mes chers amis, ils ne peuvent pas tenir 1 mois, 2 mois de guerre. Ils n'ont aucune richesse qu'ils vont vendre pour se maintenir. J'ai toujours dit ça. Mais nous, en tant que Congolais, si on nous laisse seuls, nous avons trop de richesses, nous allons les vendre et acquérir des armes et nous organiser très bien. Nous allons même rayer ces 2 petits pays-là de la carte. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à le faire? Il y a des spécialistes dans le monde entier, des gens qui travaillent nuit et jour. Et ces mêmes gens-là, c'est eux qui ont déjà pénétré toutes les institutions internationales. C'est-à-dire même à l'ONU, ces gens-là, vous allez les trouver. Quand vous siégez là-bas, au Conseil de sécurité, on va faire ça pour le Congo. Ces mêmes gens-là sont là. C'est-à-dire toute décision qu'ils vont prendre, ce n'est pas en faveur du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est leur champ, c'est leur ferme. Ces gens-là désirent que le Congo reste tel qu'il est. C'est-à-dire en état de chaos, de désordre. Pourquoi? Pour qu'ils puissent venir épuiser les richesses les plus chères de la planète Terre à $0, parfois à moindre frais, et en échange de quoi? En échange de la mort, de la souffrance, de la sueur du peuple congolais. C'est pour cela que vous voyez que nous parlons chaque fois. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que les dictateurs, les malfaiteurs, vous venez maintenant de vous rendre compte avec l'incident de BBC. Ils n'ont peur de personne. Mais la seule chose qui fait peur à ces gens-là, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Ils craignent la vérité. C'est pour cela que vous verrez que le système de Kagame, c'est eux qui lui disent de faire ça. Il faut être méchant. Il faut terroriser les gens. Si vous voulez dire quelque chose à l'encontre de Kagame, vous êtes au Rwanda, on vous visite, on vous tue. C'est-à-dire qu'ils utilisent la méthode de la terreur. Et ce qui est en train de se passer au Congo, c'est la méthode de la terreur. C'est pourquoi vous voyez le gouvernement qu'ils mettent là-bas. C'est eux qui sont entrés dans l'histoire des élections du Congo. C'est-à-dire que les Congolais ne sont pas maîtres de leur pays. Il faut injecter toujours les Congolais inconscients, les étrangers, tout ça, pour qu'ils puissent nous contrôler. C'est pour cela que j'ai lancé un appel la fois passée. J'ai dit, selon moi, aucun politicien congolais, nous devons lui faire confiance. Mes chers amis, quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit, non, je n'ai pas d'exception à faire. On a donné la chance à beaucoup de politiciens congolais, ça fait des années, mais jusqu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, soyons directs. N'ayons confiance dans aucun politicien congolais. On est en train de tuer à Béni.
Mais on voit des politiciens congolais se tenir là-bas et s'apprêter pour qu'en 2023, ils deviennent aussi des présidents. C'est une maladie. Mandela s'est battu d'abord. Mandela n'a pas cherché la présidence. Il est entré dans la guerre. Un vrai politicien congolais, mes chers amis, c'est celui qui va d'abord retrousser les manches pour faire cette guerre de toutes les manières, classiquement, traditionnellement, pour chasser l'ennemi qui est au pouvoir, les infiltrer, même les Congolais traîtres. Nous devons d'abord les chasser. Que tu sois Congolais ou pas, mais si tu as accepté de travailler avec le système actuel, moi je te dis, tu es un traître. Tu es un mauvais. Le malheur qui est en train d'arriver au Congolais, tu as aussi une part de responsabilité. C'est pour cela que nous rassurons les Rwandais que quand nous sommes en train de dire Kagame, Kagame, vous pensez que s'il y a jugement aujourd'hui, on ne va pas seulement juger Kagame et les Ougandais de Museveni, même les Congolais traîtres, ceux qui ont commencé à faire des histoires. On aura des documents qui sont déjà là, que tu sois Congolais ou pas. Quand nous parlons du génocide du peuple congolais, ne pensez pas que ce ne sont que les étrangers qui ont fait ça. Il y a des Congolais qui les ont aidés et même aujourd'hui, les Congolais sont en train de les aider. Et si ces étrangers-là sont devenus très forts dans un pays très grand comme le Congo, c'est parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo passée, le Congo est paralysé de l'intérieur. C'est pourquoi j'ai dit, laissez les politiciens à l'écart. Il n'y a pas de politicien qui peut faire du bien au peuple congolais. Nous leur lançons donc un défi, qu'ils laissent d'abord les histoires là-bas, donc d'approcher ce pouvoir maléfique qui est là-bas, qu'ils laissent leurs projets là de soi-disant élection. Il n'y aura pas élection. Un politicien malade, tu te mets là-bas dans un pays occupé, un pays infiltré, toi tu crois que tu seras président en 2023, ça montre l'idiotie, l'imbécilité, la traîtrise. Tout politicien qui dit ça, nous devons le pointer du doigt. C'est un malfaiteur, un traître, sans distinction. Tous ceux qui diront ça, il ne faut pas me poser la question, et celui-là, et celui-là. Tout celui qui se met là-bas, sur ses fesses, pour voir comment il sera président, comment il y aura élection en 2023, soit c'est un imbécile, un politicien imbécile qui n'a pas compris ce qui se passe au Congo, soit c'est un traître, tout ça. Pas de distinction. C'est ça. Et ces Rwandais-là, mes chers amis, ont fait une mission. D'abord, pour que l'émission ait ce qu'on appelle l'harmonie, il faut mélanger les gens. Ils ont fait une émission entre eux Rwandais tous. Pour être honnête, si tu organises une émission, il faut qu'il y ait au moins deux groupes. C'est-à-dire ceux qui vont soutenir une idée et ceux qui vont contredire l'idée. Mais remarquez, avec ces Rwandais kagamistes, je pèse mes mots, parce que quand nous parlons des Rwandais tous, il y a des gens qui nous posent des questions. Tous les tous, ils ne sont pas mauvais. Tous les tous, ils ne sont pas en train de supporter Kagame. Quand nous parlons des Rwandais, c'est-à-dire les kagamistes, remarquez, depuis le début, quand ils font leurs histoires, ils le font eux-mêmes, ils parlent eux-mêmes, ils lancent leurs idéologies au monde eux-mêmes, ils n'acceptent jamais qu'il y ait une voix discordante, c'est-à-dire une voix contradictoire. Même chez eux, là, au Rwanda. C'est pour ça que vous voyez, ils tuent les journalistes. Celui qui essaie d'écrire quelque chose là, contraire à l'idéologie que Kagame a déjà tracée avec ses maîtres occidentaux. On doit visiter ces journalistes-là et les tuer. C'est pourquoi moi je pose des questions. Toi, tu sais que tu as raison, Kagame. Ce que tu dis au monde, c'est la vérité. Mais laisse les gens parler. Il faut laisser les gens parler. C'est très simple. Et ils ont organisé leur émission. Ils étaient tous d'abord des Rwandais, tous des Tutsis, et ils voulaient parler du Congo. Ils ont nié que la théorie de la balkanisation du Congo, c'est une utopie. Eux n'ont pas cette idée-là. Mais quand vous regardez ce qui s'est fait sur le terrain au Congo, vraiment, mes chers amis, c'est le contraire. Parmi les gens qui avaient participé à l'émission, il y avait d'abord le journaliste qui s'appelait Edi Sabiti. Il a invité un certain ambassadeur Olivier Ndougiré, qui est secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de Kagame. Le deuxième invité, c'était un certain docteur Chaka Agé, de la communauté Banyamulenge, entre guillemets. Nous parlons toujours que le Banyamulenge, c'est une invention des Américains. Donc, ça peut être eux qui créent ça, mais soutenus par les Américains. C'est pour cela que ça fait trop de bruit.
Il a dit, ce docteur Chaka Agé, il était né au Congo. Le troisième invité, c'était un certain Nirengabo Gatete. Il se dit chercheur et avocat. Et tous, comme je l'ai dit, des Rwandais, tous, ils ont fait une émission pour soutenir leur cause. S'ils étaient honnêtes, ils allaient inviter les gens venant d'autres institutions ou bien qui ont d'autres idéologies. Il y a beaucoup de Hutus au Rwanda. Pourquoi ne pas inviter des Hutus dans une émission? Il y a des Touas. Pourquoi ne pas inviter des Touas? Il y a des Congolais qui sont au Rwanda. Il y a beaucoup de gens. Il faut inviter pour dire ce que nous disons, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est le mensonge? C'est comme ça que le monde tourne. Alors, avant de passer, je vais vous dire une chose. C'est comme ça que ces gens-là ont toujours fonctionné. Je me rappelle, c'est une parenthèse, avant que je vous dise ce qu'ils ont dit rapidement. C'est beaucoup de choses, mais je vais aller rapidement. Un jour, j'étais assis, ici aux États-Unis. Quelqu'un est venu me dire que, Mac, il y aura une fille rwandaise qui a été invitée par l'église catholique de la ville, la ville que je visitais en ce temps-là. Elle va parler parce qu'elle est une rescapée du génocide du Rwanda. Elle est supportée donc par l'église catholique. Ah, j'ai dit, je n'étais pas préparé pour ça. L'événement sera où? Est-ce que pour y entrer, il faut comment? Il faut payer. Mais il y a une agence là-bas qui a donné des tickets. Beaucoup de gens ont dit qu'ils n'auront pas le temps d'y aller. On m'a donné un ticket gratuitement. Si tu auras le temps, Mac, va assister. Donc ça sera dans une grande amphithéâtre donc, du diocèse des catholiques de la ville en question. Mon ami m'a dit, je te prends dans mon véhicule, je t'amène là comme tu es mon visiteur. Nous sommes entrés là-bas, mes chers amis, je vous dis, ces gens ont réussi à faire la propagande. La salle était pleine. Vous voyez l'amphithéâtre, de bas jusqu'en haut, en forme de demi-cercle. Là-bas, il y a un grand rideau, une scène là-bas comme si on voulait faire le théâtre. Je me suis assis là-bas. S'il y avait des Noirs, c'était moi, mon ami et quelques 2 ou 3 personnes là-bas, un Soudanais, je ne sais pas qui. Le reste, tous, c'était des Blancs. Et de surcroît, les Américains. La fille est venue là, les rideaux se sont ouverts, comme sur la scène, nous avons tous applaudi. C'est une tous, elle raconte son histoire, comment le génocide a commencé, selon... Elle a même écrit un livre, Left to Tell. Donc elle est restée, donc c'est comme si elle est restée vivante pour raconter l'histoire du mal qui a eu lieu au Rwanda, Left to Tell. Si vous pouvez la chercher, c'est comme, elle s'appelle Immaculée Ilibagiza, comme ça. Vous pouvez aller même sur Amazon, mais tapez même le nom de son livre, Left to Tell. Donc rester pour raconter, épargner pour raconter. Elle a parlé de son histoire là, moi et mon ami nous étions là. Mes chers amis, en bref, il y a quoi? La plupart des choses qu'elle disait, moi intérieurement je les doutais. Moi je croyais que j'étais le seul à douter. Mon ami me faisait comme ça des signes. Sur mon pantalon, il me faisait des signes comme ça. Je ne prends. Ça c'est le mensonge ça. Hein? Alors nous nous sommes préparés. Mon ami c'est un Congolais bien sûr. On s'est dit, préparons-nous. Quand elle va finir, il y aura la séance des questions-réponses. Nous allons lui poser des questions. Nous étions très prêts. Mais à notre plus grande surprise, je vous dis qu'est-ce qu'il y a eu. Elle a fini de parler comme ça. Oh, thank you so much. This is what happened in Rwanda, tout ça. Les Blancs ont applaudi. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il y a des cartons de livres. C'est-à-dire les livres dont elle est en train de faire la promotion sont derrière. On nous a indiqué l'endroit. Ceux qui veulent acheter, c'est-à-dire tu vas acheter un livre et puis elle va donc signer. Elle va autodafé, donc faire l'autographe. Alors, quand elle a fini comme ça, on a tiré les rideaux. Nous croyons qu'il y aura la séance des questions-réponses. Jamais. Elle s'est enfuie. Alors, quelqu'un m'a dit, non, elle était même à Colorado, c'était toujours comme ça. Elle est passée même au Texas, c'était toujours comme ça. Cette fille ne répond pas à des questions. C'est comme ça que tous sont. Que ce soit un garçon, un homme, une femme. Remarquez, même les soi-disant Banyamulenge qui écrivent des livres, ils sont sponsorisés par des Blancs des institutions. C'est-à-dire, la plupart, ce n'est pas eux qui écrivent. C'est-à-dire, ils vendent des agences là-bas, elle se met là-bas. Tu es Rwandais, Rwandaise, oui. Tu es Banyamulenge, oui. Alors, nous voulons publier une histoire. Raconte-nous ton histoire. Le mensonge, c'est le blanc ou bien la blanche là qui tape à l'ordinateur. C'est comme des interviews.
Donc le monsieur ou bien la femme en question doivent rester avec un Américain ou bien une Américaine pendant des séances là-bas qui peuvent prendre entre 1 à 3 mois. Donc, c'est l'Américain qui va finir d'écrire dans son computer. On va mettre seulement le nom de la personne en question. C'est pourquoi vous voyez, la plupart de leurs livres, si vous les prenez dans leurs mains, beaucoup d'idées, ça peut venir d'eux. Mais on y ajoute trop de choses. C'est pour cela, lisez les couvertures de leurs livres. Par exemple, si le monsieur là s'appelle Gustave, qui a raconté son histoire, oh, tout si, moi j'ai eu la chance de rester vivant. Vous allez voir, on met son nom, par exemple, Gustave Habyarimana, avec un certain Américain, William Johnson, c'est-à-dire c'est deux personnes qui ont écrit le livre, Gustave Habyarimana et William Johnson. Donc c'est-à-dire les idées, on y ajoute trop de choses. Tout ça pourquoi? Parce que c'est les lobbies américains. Alors comprenez pourquoi ce que je disais, s'il n'y avait pas les social media, les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et consorts, notre histoire, nous Congolais, n'allait pas être connue. Pourquoi? Parce qu'on ferme toutes les portes contre nous. CNN ne peut pas te faire passer. Fox News. Allez avec votre histoire de la vérité, ce qui est en train d'avoir lieu au Congo. Vous avez vu l'histoire de BBC. C'est comme ça que les choses se passent. Alors ces messieurs-là, ils ont parlé. Qu'est-ce que j'ai retenu dans leur émission? Ils ont dit non, la balkanisation de la RDC, c'est juste une utopie, c'est-à-dire rêve, qui n'aura jamais lieu. Ils nous ont qualifié, nous les Congolais, que chaque fois que nous parlons de cette histoire là-bas, nous annexons les Banyamulenge. Que c'est eux que Kagame est en train d'utiliser. D'abord, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Et en le faisant, nous avons le discours de la haine et de la xénophobie. Ils ont beaucoup parlé d'Honoré Ngwanda, que toute l'idéologie de la balkanisation du Congo, c'était un mensonge qui a été commencé par Honoré Ngwanda, qui a été embrassé par Adolphe Muzito et Martin Fayulu, qui sont les candidats malheureux, les jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu les élections. Ils ont même condamné le clergé, c'est-à-dire le cardinal Fridolin Ambongo, qui était aussi allé dans l'Est. Il a constaté ce qui se passe là-bas. Il a sonné une sonnette d'alarme que si nous ne faisons pas attention, ce pays-là sera balkanisé. Mais curieusement, le même Ambongo est venu là changer de discours. C'est un être humain. Posez-vous maintenant des questions. Pourquoi ce changement brusque? Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ce que j'ai retenu. Par contre, ils ont parlé de Félix Tshisekedi. Chaque fois qu'ils parlaient de Félix Tshisekedi, ils le félicitaient beaucoup. Il a dit le discours de Félix Tshisekedi à Londres, il a bien parlé que les Banyamulenge sont des Congolais, ce sont nos frères. Et ils ont même donc pesé, souligné, donc je veux dire, en disant que tout ce que les autres Congolais vont dire, ça ne va pas compter, ça n'a pas de poids. Pourquoi? Parce que l'homme qui a le droit de parler, dont la voix sera comprise, entendue et acceptée, c'est le président de la République. C'est-à-dire, selon eux, la voix officielle, c'est Félix Tshisekedi. Ils ont parlé que les Congolais ont la psychose, une sorte de peur injustifiée. Ils pensent que les Tutsis du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de tout ça, plus les Banyamulenge du Congo, sont en train de comploter pour créer un empire Ima. C'est une imagination, selon eux, qui n'aura jamais lieu. Ils ont parlé de la sécession katangaise. Ils disent que beaucoup de Congolais sont en train de parler donc de la balkanisation du Congo. Mais il y a des Katangais chaque fois qui disent « Nous voulons retirer le Katanga du Congo ». Est-ce que cela n'est pas la balkanisation? Pourquoi est-ce que ce fait de parler de ça, ce projet-là n'a jamais fait peur aux Congolais? Et puis ils ont parlé du mythe amétique. C'est-à-dire pourquoi? Parce que eux, ce sont les Tutsis congolais. Pourquoi? Ils sont arrivés au Congo en dernière position peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui n'étaient pas sur ce sol-là, qui étaient arrivés de quelque part, selon leur ordre chacun. Mais eux, pourquoi nous les détestons? Peut-être parce qu'ils sont arrivés en dernière position. Et ils ont mis aussi un accent sur le fait qu'il y a beaucoup de régions au Congo qui autrefois appartenaient au Rwanda. Et ils ont parlé en profondeur de la problématique de Banyamulenge. Ils disent que ces gens-là sont des Congolais et les autres étaient même au Congo
Donc, avant même l'existence de ce qu'on a plus tard appelé Congo. Alors, ils ont encore dit quoi? Donc, si vous niez ce fait que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, selon eux, c'est très grave. Vous avez la haine, et c'est très grave. C'est très grave pourquoi? Et cette haine-là, c'est ce qui a été expérimenté au Rwanda, et plus tard, ça conduit à ce qu'ils ont appelé chez eux le génocide. C'est-à-dire, nous aussi les Congolais, quand vous êtes en train de rejeter les Banyamulenge, cette haine-là, ça risque de créer un génocide au Congo. Ils ont parlé des rapprochements visibles entre le Rwanda et la RDC. Il dit qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, qui fait que le Rwanda et le Congo sont en train d'harmoniser leurs relations. Et il y a trop de jaloux qui ne veulent pas que les relations soient donc améliorées. Et ce qui m'a fait rire, c'est que quand ils ont mis la vidéo de Félix Tshisekedi parlant des Banyamulenge qui sont nos frères, et Félix Tshisekedi, ce qu'il a dit, ce n'était pas devant tout le monde, c'était devant donc les fanatiques de l'UDPS. Et Félix Tshisekedi ne s'attendait pas à la contradiction. Et curieusement, quand il a dit ça, même les fanatiques de l'UDPS, même les fanatiques de l'UDPS ont dit non, les Banyamulenge ce sont les Congolais, nos frères. Même les gens de l'UDPS ont dit non. C'est-à-dire quoi? Félix, tu peux nous dire tout ce que tu veux, excepté le dossier de Banyamulenge. On peut être idiot sur tous les points, excepté sur le dossier de Banyamulenge. Et Félix était confus. Hein? Donc les Rwandais là qui ont fait l'émission ont parlé de ces histoires-là. En conclusion, ils ont vanté les relations entre le Congo et le Rwanda qui sont en train d'être améliorées. Il y a des jaloux, comme je l'ai dit, et la coopération et l'intégration régionale. Donc, selon eux, nous devons tourner la page de ce qui est arrivé et focaliser notre attention vers l'avenir. C'est ici où moi je voulais un peu répondre à ces gens-là. Et je pense que je ferai tout pour que ces gens puissent donc écouter ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a plus de son. Ça ne passe plus. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous ne m'entendez pas, alors dites-moi pour que je puisse voir. Ça va maintenant? Bon, ça doit être les vagues là-bas de network. Vous savez, avec ces histoires, parce que j'utilise un petit téléphone. Ce n'est pas un ordinateur. Alors, je voulais dire quoi? Moi, je vais répondre un peu à ces gens-là. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que beaucoup de Congolais ont démontré ça sur Internet. Moi aussi, je vais démontrer ça. Nous ne nions pas. Nous ne nions pas qu'il n'y a pas eu des Rwandais qui sont venus au Congo. Nous le savons. Beaucoup de Congolais ont démontré, des experts plus que moi, qui ont démontré que à l'époque coloniale, les Belges sont venus, ils ont pris le Congo. Selon leurs histoires là, la conférence de Berlin, 1885, tout ça, ils se sont partagés l'Afrique. Effectivement, ils se sont partagés l'Afrique, nous sommes tous d'accord. En se partageant l'Afrique, un phénomène que je vais vous dire, que vous devez retenir, mes chers frères et sœurs congolais, qu'il faut dire aux Rwandais, c'est ça. Remarquez la différence entre les colonies. Il y avait plusieurs colonies. Donc, la colonie congolaise et beaucoup d'autres colonies. Le Congo, ce n'était pas une terre vide. Quand les Belges sont venus, ils n'ont pas rencontré une terre vide, inhabitée, et ils ont dit, ok, comme c'est vide, nous allons maintenant commencer à prendre les gens venant des quatre coins pour les mettre sur cette terre afin de la remplir. Non. Quand les Belges sont venus, ils sont entrés en contact en envoyant d'abord les prêtres et les explorateurs, puis les prêtres, et puis les administratifs sont venus après.
ils sont entrés en contact avec des gens qu'ils ont rencontrés là. Les Belges eux-mêmes ont témoigné dans leurs livres qu'ils ont vu, qu'ils ont rencontré des royaumes et des empires qui étaient là. Et en créant donc ce qu'ils ont appelé plus tard le Congo belge, donc l'État du Congo, c'est-à-dire quoi? C'est l'assemblage de ces royaumes et de ces tribus qui étaient là-bas. Donc les royaumes et les empires qui étaient là. Donc ils étaient toujours là. Ils ne les ont pas bougés pour dire que vous venez de là, venez. Non. Ils ont fait seulement une limitation de frontières. Et les Congolais étaient toujours là. C'est-à-dire ils ont mis ensemble maintenant, dans un grand ensemble, ils ont appelé l'État du Congo. Ils ont commencé à entrer en contact avec le Congo profondément. Et ce qui a intéressé ces gens-là, c'est quoi? Ce ne sont pas les gens qu'ils ont rencontrés là-bas. C'est les richesses. C'est ce qu'on appelle quand vous étudiez. À l'école primaire, nous on a étudié les examens quand même, on nous a dit des choses. Le Congo était classé dans ce qu'on dit, c'était une colonie d'exploitation. C'est-à-dire, selon les Belges, le Congo pour eux c'était l'exploitation. Il y avait trop de choses qu'il fallait prendre. La population congolaise, quelle que soit votre tribu, vous n'étiez pas une priorité. Nos ancêtres n'étaient pas une priorité. Dans une colonie d'exploitation, quand on les envoyait venant de l'Europe, il y avait déjà un ordre, règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire vous allez là pour exploiter, période. Le reste là, si vous faites, c'est-à-dire vous allez à l'encontre de ce que le roi ou bien la reine ont dit. C'est pour ça que quand les Belges étaient venus, ils ont étudié le Congo. C'est pour ça que c'était le job des explorateurs. En explorant tout, ils ont amené des rapports. Ils ont amené les prêtres pour endormir les Congolais. Hein? Et ensuite, les administratifs sont venus. Ils ont vu que c'est une terre riche. L'exploration a commencé. Contrairement à d'autres colonies, qui eux étaient ce qu'on appelle les colonies de peuplement. Colonies de peuplement, c'est-à-dire, vous allez là-bas avec le projet de faire quoi? D'y amener des gens. C'est comme sur la terre américaine. Quand les Européens étaient venus sur cette terre, ils avaient des problèmes qu'ils fouillaient en Europe. Pas de liberté d'expression, il y avait la famine, la cruauté, la barbarie, pas de liberté de prière, tout ça. À l'époque des rois fainéants. Ils ont traversé l'océan pour venir sur la terre américaine qu'ils ont rencontrée là, avec le projet de faire quoi? Non pas de venir l'exploiter. Ils sont venus habiter là-bas. Hein? Ce genre de colonie, c'est ce qu'on appelle en géographie, même en histoire. Donc, une colonie de peuplement. Ils sont venus peupler ça. Les Belges, en venant au Congo, cherchaient dans les livres. Ils n'ont jamais mentionné quelque part qu'ils ont trouvé des terres vides. Donc, ce qui est devenu Congo plus tard était inhabité et eux sont venus peupler ça. Non, ils ont rencontré des gens. Mais si c'est Banyamulenge continue à dire, selon eux, quelque part dans leur émission, quelqu'un a dit, et d'ailleurs, nous étions au Congo depuis longtemps. Les Congolais sont seulement des ignorants. Nous étions au Congo au XVIe, au XVIIe siècle. Ils ont même mentionné le nom d'un roi qu'ils aiment trop mentionner, Roi Bugiri. Un roi Bugiri rwandais, il était venu conquérir les terres au Congo. Conquérir, c'est d'abord quoi? Parce que je n'étais pas dans cette émission, j'ai regardé, j'ai dit, mais si j'étais là, j'allais dire, stop, stop, qu'est-ce que tu dis? Le roi rwandais, Roi Bugiri, est entré au Congo conquérir. Il a conquis certaines zones, certains morceaux de terre. Conquérir, c'est d'abord quoi? C'est-à-dire, tu viens d'ailleurs. Tu entres sur un territoire déjà habité. Hein? Par la guerre, la ruse, n'importe quoi. Et tu veux prendre cette terre et dominer les gens que tu as rencontrés sur cette terre-là. C'est-à-dire, ce n'est pas ta terre. Tu n'es pas originaire de là. Tu es seulement un conquérant. Nous avons vu des films de Guillaume le Conquérant, que les Anglais appellent William the Conqueror. C'était un Français.
Il est allé conquérir des terres en Angleterre. C'est ça qui avait fait qu'il y a eu, à un moment donné, l'Angleterre était dirigée par les Français. C'est-à-dire, si le roi Rwabugiri est venu conquérir des terres au Congo, XVIIe siècle, entre guillemets, pour plaire à ces gens-là, acceptons. 18e siècle est passé, 19e siècle est passé, 20e siècle est passé, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Le roi Rwabugiri du Rwanda est venu conquérir des terres au Congo. Mais pourquoi se fait-il que ces gens-là ne sont pas toujours là? Les Rwandais continuent toujours à venir demander la nationalité. Ils le demandaient d'abord d'une manière là-bas, semblant là-bas, et aujourd'hui ils commencent à prendre les armes. Vous avez déjà conquis la terre. C'est-à-dire, nous sommes vos esclaves. C'est-à-dire, pendant 4 siècles, les Congolais devaient être vos esclaves. On allait y sentir une forte présence, une direction rwandaise. Mais pourquoi ça n'a pas eu lieu? La réponse est toujours dans l'histoire. Pourquoi? Parce que le soi-disant Rwabugiri, là, c'était un roi criminel. Il a essayé, ça ce n'est pas un mensonge, mais il n'a pas réussi à prendre des terres au Congo. La guerre a duré même plus de 100 ans. Demandez les Bâches, ils vont vous dire. Mais le roi Rwabugiri a échoué. Par contre, les Rwandais fouillaient même le royaume de ce roi méchant Rwabugiri pour entrer au Congo. Pourquoi? C'était un roi méchant. Il avait imposé des impôts sur le peuple de son royaume. Les Rwandais étaient pauvres, ils ne pouvaient pas payer ça. Ils ont traversé la frontière, ils ont fui pour venir sur les terres du Congo. C'est-à-dire dans l'histoire du Congo et du Rwanda, même quand ce n'était pas encore le Congo belge, tout ça, c'était encore des royaumes. Les gens qui venaient de là, venaient toujours chez nous, du côté de ce qui est devenu chez nous à l'époque coloniale, en tant que réfugiés, pour se demander secours, domicile, Tula Leko, Nzala, aidez-nous, on est en train de nous tuer. Et c'est cette tradition qui s'est répercutée même aujourd'hui. Beaucoup de Rwandais, quand ils sont venus chez nous, à part ceux, c'est ici qu'il faut faire la différence. Les Belges sont venus. C'est ce que je voulais dire. Ils ont fait du Congo. Ils ont vu que le Congo, c'est un business. Il y a déjà des gens qui sont là. Beaucoup de gens d'ailleurs. Mais s'il faut prendre des gens, c'est peu de gens seulement. Il ne faut pas prendre beaucoup de gens pour venir peupler parce que le Congo est vide. Non. Ils ont pris des gens dans des coins du Congo pour les amener dans des sites là où il y avait des mines. C'est pour cela qu'il y a eu des gens du Kasaï qui sont venus sur Katanga travailler, blablabla. C'est vrai, ils sont allés même au Rwanda et au Burundi. C'est dans les années 30. Ils ont pris des Rwandais et des Burundais, toutes tendances confondues. C'est-à-dire que tu sois tous ou bien où on te prend là-bas. La plupart n'étaient pas mariés. Parce que le travail des mines nécessitait beaucoup d'efforts. Il fallait que tu sois jeune, très bien, tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui était marié, écoutez-moi bien. Il y avait des gens qui étaient mariés. Mais la majorité, c'était de jeunes. Pourquoi? Parce que le travail des mines nécessitait beaucoup de force physique. Et ces gens-là sont venus. Ils les ont mis là. Non pas à un seul endroit. Ils les ont disséminés dans beaucoup de points du Congo. Là où il y avait des choses. Le diamant, c'est au Kasaï. Au Katanga, c'est le cuivre. Tout ça. Les VA, c'est pas chez les Bakongo. Tout ça. Équateur, partout. Et ces gens-là sont restés là. Ils sont entrés en contact avec des populations congolaises. Tout ça. Ils sont venus travailler. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup qui étaient venus célibataires se sont mariés avec des Congolaises. À force de rester là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même oublié leur langue, le Kinyarwanda et le Kirundi. Ils ont commencé à parler la langue de l'endroit là où les Belges les ont mis. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de fortes communautés qui devaient venir rester ensemble là pour faire des villes, non. C'était des gens qu'on avait mis éparpillés pour les besoins du travail, le business des Belges. C'est pour cela que nous acceptons, oui, il y a des gens que les Belges avaient amenés pour travailler au Congo démocratique. Maintenant, il y a la différence. Les Banyamulenge, quand ils parlent de ces gens-là, ils mélangent. Non. C'est ces gens-là qui, d'office, devaient devenir des Congolais au 30 juin. Quand le 30 juin a sonné, c'est ces gens-là qui s'étaient bien adaptés, qui étaient des Congolais, qui parlaient les langues congolaises, c'est-à-dire qui avaient
coupé presque 90%, donc, qui avaient rompu avec le pays d'où ils étaient venus. Et certains, s'ils pouvaient rentrer chez eux, c'était les congés. Aller visiter et revenir. Même chez eux, là, on les disait, oh, tu es devenu, toi, tu es Congolais. Hein? Donc, tout. Ils ont mis au monde les enfants au Congo. Et ces enfants-là, la plupart, ils parlent seulement, hey, mon papa était venu du Burundi, mon papa était venu du Rwanda. Ça, c'est autre chose. Les gens qui étaient venus dans le cadre donc, de la mission des Belges pour les implanter afin de travailler dans les domaines d'exploitation des Belges. C'est autre chose. Ces gens-là, on ne pouvait pas les trouver en groupe quelque part. De 1930 jusqu'à 1960, après 30 ans, ils étaient tellement éparpillés. C'est pourquoi les autres existent même aujourd'hui. Ce sont des Congolais, on n'a pas de problème avec eux. C'est différent avec les gens qui sont allés habiter dans le domaine de Moulengue. Ces gens-là ont été amenés comme réfugiés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu crise chez eux. Ils pouvaient venir aussi du Burundi, comme les gens veulent raconter, un petit pourcentage. Mais la majorité était venue du Rwanda. Et c'était des Tutsis. Pourquoi? Parce qu'avant l'indépendance, les Belges ont mis un système injuste au Rwanda qui faisait que la minorité des Tutsis avait tout, avait le pouvoir. Les Belges ont donné trop de promotion à cette minorité. Ils ont fait souffrir les Hutus. Ils les prenaient comme leurs domestiques. Et je lisais même un livre là, hein, quelque part, un monsieur a dit, ils ont fait trop d'atrocités contre les Hutus. Hein? Ils pouvaient même se mettre comme ça. Il est chef de service, il travaille pour les Belges, pour malmener ses frères Hutus. Il peut dire, hey, ouvre ta bouche. Un Hutu pouvait ouvrir la bouche. Il jette la salive dans la bouche. Ils ont accumulé beaucoup de choses là-bas qui ont fait qu'il y avait une haine qui était en train de grandir entre ces deux communautés-là. Bien sûr, les Touaregs, on n'en parle pas. Ce sont comme les Pygmées au Congo. Ils sont relégués en 3e position dans la forêt. Et cette haine-là grandissait. C'est-à-dire la majorité du peuple, qui sont les Hutus, avait une haine contre cette petite minorité. Et les événements ont basculé avec l'avènement de l'indépendance. Le Belge devait plier bagage et partir. Et il allait laisser derrière lui quoi? Deux communautés essentiellement qui se haïssaient terriblement. Une minorité qui a un peu maintenant peur de voir que Baba Naenda, Tata Zokenda, Kotika, maintenant les Hutus disaient, dites maintenant, celui qui vous protégeait est en train d'aller chez lui. C'est ce qui a créé la révolution rwandaise. Les Hutus maintenant majoritaires, avec leur mouvement, ils ont pris le pouvoir. Et l'indépendance est venue. J'ai toujours dit, l'indépendance a rimé avec violence. C'est dans cet état que c'est tous les Rwandais à majorité ont fui le Rwanda comme réfugiés pour traverser et venir du côté du Congo. Ils sont allés même du côté de la Tanzanie. Nous ne disons pas seulement au Congo, ils sont allés en beaucoup de directions. Mais la majorité était venue au Congo. Et les Belges ont aidé avec la Croix-Rouge et l'ONU pour venir les installer au Congo. Ils étaient plus de 30 000. Et quand ils étaient venus, il y avait des gens qui mouraient de faim, de maladies. Donc, il y avait toutes sortes d'histoires là-bas. Il fallait qu'on vienne au secours de ces gens-là. Et donc, en contact avec les autorités congolaises, il fallait qu'on leur cherche un endroit là où ces gens-là, on pouvait les mettre. C'est ainsi au sud qu'ils vont vous dire, on leur a donné une place là. Ce que vous dites dans les fils, là, les Moulengue, près de Moulengue, là, ils étaient là comme réfugiés. Avec le temps, ils sont restés là. Mais quand vous suivez bien, vous lisez les documents, vous suivez même les vidéos en noir et blanc tournées par les Belges. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de haine d'où ils étaient venus au Rwanda. Les Belges leur avaient même dit, vous êtes des réfugiés, ne faites pas la politique ici. C'est-à-dire, on a défendu à ces gens-là même de s'organiser en tant que rebelles pour aller attaquer ceux qui sont là. Non, vous êtes réfugiés, on vous donne le refuge. Si vous essayez de faire n'importe quoi, on va vous chasser. Ça se fait même en Amérique, où nous sommes même au Canada. L'Amérique au moins accepte la politique. Le Canada, tu es réfugié là, tu vas là. C'est fini, même l'Australie. Ne fais pas de politique en Australie et au Canada. On va t'arracher le statut de réfugié. C'est comme ça qu'on avait dit à ces gens-là, ces Rwandais, tous ceux qui étaient venus au Congo, ne faites pas la politique. C'est pour cela que c'est
ils s'étaient assis comme ça. Mais comme ils étaient tellement nombreux, la Croix-Rouge a vu que la confusion chez eux n'allait pas finir rapidement. Nous n'allons pas continuer à les nourrir régulièrement. Ils ont mis en place un programme qui faisait qu'il faut leur donner des terres qu'ils vont cultiver. On a même cherché des vaches. Comme ces gens-là aiment trop les vaches, du lait, l'ONU a acheté des vaches avec la Croix-Rouge pour leur donner là-bas, pour qu'ils puissent s'intégrer en attendant. S'il y a paix chez eux, on va voir comment les retourner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, suivez même les vidéos en noir et blanc des Belges. C'est-à-dire dans le plan des Belges, pour ne pas parler des Congolais. Si nous, les Congolais, nous parlons, ils disent que nous avons la haine, nous ne les aimons pas. Non, les Belges eux-mêmes avaient dit, même dans les écrits, cherchez des documents de la Croix-Rouge. S'il y a paix au Rwanda un jour, on allait retourner, c'est tous ceux-là qui ont fait pour qu'ils retournent. Mais cela n'a jamais eu lieu. Ils sont restés là, l'indépendance du Congo est venue, on a donné, on a fait assez que les autres qui pouvaient devenir Congolais, c'est les gens qui étaient venus il y a longtemps, dans les années 30. Mais si on dit que Mobutu a donné la nationalité à ces gens-là, selon ce qu'ils disent, Mobutu avait signé une ordonnance le 26 mars 1971, disant que les gens qui s'étaient retrouvés sur le sol congolais au temps de l'indépendance, Mobutu a dit ça en 1971, c'est-à-dire en 1971. Mais les troubles ont commencé au Rwanda en 1959, parce que les gens ont continué à fuir. Ils ont commencé à fuir, même en 60, ils fouillaient. Parce que l'indépendance n'était pas encore venue. On peut supposer que ces gens-là ont commencé à fuir dans les années après 60, 61, 62. Même eux-mêmes, quand ils parlent de leurs histoires, ils disent que Rwanda, Congo, ma 62, ma 63. C'est déjà après l'indépendance. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas concernés avec la constitution du Congo et l'ordonnance loi de Mobutu de 1971, le 26 mars. Parce qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont mis ça sur les réseaux sociaux. Ils ont découpé ce morceau qu'ils ont montré aux Congolais que vous ne connaissez pas l'histoire. Mobutu nous a donné la nationalité. Mais monsieur, vous êtes en train de rêver. Je peux lire. C'est vrai, Mobutu a écrit l'ordonnance qui dit que, relative à l'acquisition de la nationalité congolaise par les personnes d'origine du Rwanda ou Urundi établies au Congo au 30 juin 60. Le président de la République vit la Constitution, notamment dans l'article 46, vit la loi numéro 70-002, 23, tout ça, il y a beaucoup de choses à écrire. Donc, le 23 décembre, habilitant le président de la République à prendre par application de l'article 52 de la Constitution des mesures qui sont du domaine de la loi. Mobutu a ordonné, article unique, il n'y avait pas beaucoup d'articles, les personnes originaires du Rwanda ou Urundi, établies au Congo à la date du 30 juin 1960, sont réputés avoir acquis la nationalité congolaise. Vous comprenez? D'abord, quand on dit du Rwanda ou Urundi, c'est autre chose. Quand les Belges étaient avec nous, le Rwanda et le Burundi, c'était d'abord des colonies allemandes. Quand l'Allemagne a perdu la guerre, Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, il s'est fait que, avec le temps, l'Allemagne n'avait pas d'argent pour entretenir ces colonies. C'est pour cela que les Blancs se sont répartagés encore ces mêmes colonies-là. Ça fait que le Rwanda, Urundi, même le Togo, tout ça, ça s'est retrouvé dans les mains des Français et des Belges. Rwanda et Urundi, les Belges ont pris ça. Eux, ils avaient déjà un grand Congo. Ils ont annexé ça au Congo sur le plan administratif. C'est pour cela, quand ils écrivaient leurs lettres, les Belges dans leur système administratif, qu'est-ce qu'ils disaient? Congo, Rwanda, Urundi. Il y avait même une même monnaie, tout ça. Mais tous dépendaient du Congo. Pourquoi? Parce que les bureaux, c'était au Congo. Les administrateurs qui venaient avec les ordres belgiques, ils étaient au Congo, ils traversaient au Rwanda et Burundi pour dire ce que le roi des Belges dit de faire. C'est dans cet état qu'ils faisaient traverser même des gens. Toi, tu es du Burundi, du Rwanda, viens. Tu vas travailler, nous avons trop de mines là-bas. Tu viens travailler. Ce sont ces gens-là que les Belges ont amenés. Nous n'avons pas de problème avec ces gens-là. Ils ne nous ont jamais causé de problème. Ils se sont intégrés très bien. Les autres ne parlent plus même Kinyarwanda. Les autres, on leur seulement raconte. Ton grand-père était venu, mais quand on regarde Congolais, il parle que Congo. Les autres ont même tout oublié. Mais ceux qui sont venus avec l'histoire de la politique, ils étaient chassés en 1900.
donc 60 quelques, quand donc il y a eu des troubles au Rwanda en 1959, ce sont ces gens-là à qui on a donné une terre là-bas. Ils étaient comme dans un camp. C'est-à-dire, ils vivaient en groupe. Ils raisonnaient toujours. Comment est-ce que nous allons encore retourner au Rwanda demain pour prendre le pouvoir? C'est dans la même catégorie de ces gens-là qui étaient au Congo. Les autres étaient en Ouganda. C'est la famille de Kagame qui avait fui aussi les troubles du Rwanda. J'ai toujours posé la question. Pourquoi ceux qui étaient en Ouganda, chez Museveni, les Kagame, Museveni les traitait très bien. Museveni leur a donné beaucoup d'opportunités. Si Kagame est devenu un homme, c'est grâce à Museveni. Museveni leur a appris la politique, Museveni leur a fait entrer dans les services secrets de l'Ouganda, l'armée, Museveni les a connectés avec les Américains. Tous ceux qui sont venus, même le pouvoir qu'ils ont eu, la force pour aller prendre le Rwanda, après avoir tué le président Biarimana, c'est l'Ouganda qui leur a tout donné. Et c'était des frères. On te dit que Museveni, quelque part, est d'origine rwandaise. Hein? Il y a même une province là-bas, on appelle Nyankole. Museveni est de Nyankole, c'est-à-dire, on parle le Kinyarwanda. C'est à la frontière du Rwanda de l'Ouganda. Ce sont des frères. Pourquoi Museveni n'a pas dit non, restez en Ouganda, nous sommes des frères. Vous voulez aller où? Non, nous sommes des frères. Mais Museveni les a poussés. Dire, Miakenapita, Bambou les Oleka. L'Ouganda n'a plus de fonds pour vous unir, pour vous nourrir. Et Museveni aussi a vu un danger dans la façon de diriger le pays. Parce qu'il avait donné trop de pouvoir à ces gens-là. Il connaissait même l'intérieur des services secrets de l'Ouganda. Museveni voyait que maintenant qu'il était temps que ces gens-là puissent retourner d'où ils sont venus. Les Kagame et consorts ont accepté de quitter l'Ouganda pour retourner chez eux au Rwanda. Ils ont pris le pouvoir. Ils disent nous sommes au Rwanda. Pourquoi est-ce que maintenant ils veulent nous laisser, nous, leurs frères qui sont au Congo, en nous les collant? Non, ce sont des Congolais par la force, non. De la même manière que vous avez choisi de quitter l'Ouganda pour rentrer chez vous au Rwanda, c'est de la même manière que les gens qui sont venus au Congo, les gens à qui on a donné des terres provisoirement pour qu'ils ne puissent pas dépendre du HCR éternellement, avec la perspective de rentrer chez eux. Ce sont ces gens-là qui, avec le temps, ils sont commencés à aller à cultiver, à paître leurs bêtes dans ce qu'on appelle les monts Mitumba. Parce que Moulengue, c'est une sorte de montagne qui fait partie des monts Mitumba. Ils se sont installés là-bas. Pourquoi? Il y a beaucoup d'herbes, le climat est bien, les vaches aiment cet endroit là-bas. Mais avec le temps, ils avaient leur plan. Nous, les Congolais, on ne savait pas. Et ce qui a facilité, c'est ce qu'on appelle CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui faisait qu'un Congolais pouvait aller étudier au Burundi, au Rwanda facilement, un Rwandais pouvait venir, tout ça. Dans d'autres pays, il y avait un service d'immigration très fort. Je peux parler de la Tanzanie. En Tanzanie, il y a le système de Nyumbakumi. Tu peux aller là-bas, tu étudies, tu fais tout ce que tu veux. Avec le temps, les Tanzaniens, ils te regardent. Mais au Congo, les aires de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Nous avons laissé tout le monde venir au Congo en désordre. Pendant que nous croyons que non, ce sont les Africains, nos frères là-bas, ils ont commencé à faire leur complot. Et c'est dans les années 76 que l'un d'entre eux, dans leur complot là-bas, a fait sortir le mot Banyamulenge pour la première fois. Dans les années 76, 76. Comme dans des blagues. Pourquoi? Parce que la majorité de ces gens-là étaient dans les monts Mitumba, tout près là-bas de la montagne de Mulenge. Ils ne se sont plus là-bas. Donc, nos amis étaient en train de comploter. Et nous, on ne le savait pas. La guerre est venue. On a tué le président Biarimana. Kagame a retourné au Rwanda. Et c'est Kagame maintenant. Nous avons connu tout ce qui est en train de se passer. Avec la prise de pouvoir au Rwanda par Kagame, c'est là où tous les secrets sont sortis. Donc ces gens-là qui étaient là, nous on pensait que ce sont des gens bons qui étaient au Congo, on n'a jamais fait du mal à ces gens-là, donc ils complotaient. Pourquoi? Pour chercher maintenant à mettre le Congo dans un état de désordre permanent. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu. Non pas eux-mêmes parce qu'ils ont l'argent, non, avec les grandes puissances qui sont derrière ce que j'ai commencé. C'est ce que Charles Onana a démontré dans son livre aussi. Donc la prise de pouvoir au Rwanda par Kagame, ça maintenant,
mis beaucoup de choses à découvert. Et Mobutu, en donnant donc la nationalité à ces gens-là qui étaient au Congo, on peut dire non, nous aussi nous sommes inclus. Ok, discutez, même si vous vous êtes inclus. Mais le même Mobutu est retourné en 1972, le 5 janvier. Il a encore signé une autre ordonnance, annulant l'ordonnance loi de 1971, qui octroyait la nationalité congolaise collective aux Rwandais et Burundais qui se trouvaient sur le territoire congolais au jour de l'indépendance. Donc, personne ne peut nier. Mobutu a encore annulé. C'est-à-dire, selon la loi, pas selon toi et moi, selon la loi, Mobutu a donné, même s'il a donné aux autres, toi aussi tu dis, moi aussi je suis à l'intérieur, mais le même Mobutu a annulé ça en 72. Les mêmes gens-là, nous on ne savait pas. Ils ont continué à faire des démarches pour presser Mobutu. C'est pour cela qu'ils avaient introduit un certain Bisengimana, tout près de Mobutu, qui était directeur de cabinet, pour faire les démarches là. Je ne sais pas comment il avait fait signer à Mobutu. Mobutu, maintenant, après avoir vu le document, le comportement de ces gens-là, c'est dans cet état d'esprit que Mobutu a annulé cette histoire. Les gens n'étaient pas fatigués. Ils ont continué à bousculer Mobutu. Mais en 1981, ils ont encore apporté le dossier, car ils voulaient la nationalité toujours, devenir congolais, zaïrois. Le comité central de Mobutu, MPR, s'est réuni et a statué sur le dossier de ces gens-là. La solution, c'est quoi? Ils ont dit encore non. Nous n'allons pas vous donner la nationalité. Nous refusons. C'est-à-dire quoi? Un jour, vous devez rentrer chez vous. C'était le 29 juin 1981. Donc, le MPR, comité central, s'est réuni pour dire non. Même quand la conférence nationale souveraine était ouverte, en 1991, quand Mobutu a parlé, en 1990, tout ça, Mobutu a fait des choses, on a ouvert la conférence nationale souveraine. Il y a eu des débats. En 1991, il y a eu encore des gens qui ont amené le dossier là-bas. Ce n'était pas des Banyamulenge à ce temps-là. C'est-à-dire c'est les Rwandais, ils s'appelaient Rwandais. Oh, est-ce que les Rwandais qui ont beaucoup vécu au Congo, est-ce qu'on ne peut pas leur donner la nationalité? La conférence nationale souveraine du Congo a encore dit niet. Non. Ils étaient assis. Vous comprenez? Et après, l'échec donc de 1981, quand le comité central du MPR s'est réuni pour dire non, les mêmes gens ont écrit une lettre. Donc ces Rwandais résidant au Congo, la lettre est ici. On a découvert dans les archives. Ils ont écrit une lettre au secrétaire de l'unité africaine, qui est devenue l'Union africaine, avec copie conforme au secrétaire général de l'ONU. Vous vous dites que votre ancêtre Rwabugiri est venu conquérir le Congo, mais vous n'êtes pas là. Vous demandez aux Congolais encore la nationalité. Vous avez conquis le Congo. Ça n'a pas de sens. Et après le rejet, en 1981, ils ont écrit la lettre. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans cette lettre? J'ai essayé de lire ça avec loupe. Hein? J'ai essayé de lire cette lettre. Et la lettre dit ceci. Je vais vous lire ça pour que vous puissiez avoir une idée. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit une lettre le 20 juin 1981 avec pour sujet ou bien objet revendication. Ils ont dit: Monsieur le secrétaire général de l'unité africaine, Organisation de l'unité africaine, c'est avec une vive émotion et profonde inquiétude que nous avons l'honneur de vous faire part de notre situation en République démocratique du Zaïre, que nous considérons comme notre patrie de fait et de droit. En effet, sur le plan historique, le roi du Rwanda, Sa Majesté Rwabugiri, avait conquis des terres de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Kalehe et Ijwi, dans les sous-régions du Sud et du Nord Kivu. Cette conquête a permis aux ressortissants du royaume du Rwanda de s'installer dans les zones conquises. L'explosion démographique qui s'en est suivie
fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 2 millions d'habitants dans les différentes zones. Vous comprenez? Vous demandez la nationalité, non pas avec humilité. Donc, vous demandez la nationalité, Naïle Kibouri. Vous êtes en train de demander, c'est-à-dire par pitié, que les gens, que les propriétaires de la terre puissent vous accorder la nationalité. Mais vous demandez ça en disant, d'ailleurs, notre roi Bouguiri avait conquis ces terres-là. Et vous citez la liste des terres qu'il a conquises. Et quand on regarde là, vous n'étiez pas là au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, hein, vous n'étiez pas là. Alors, nous allons poser la question. L'histoire maintenant, c'est quoi? Qui dit vrai ou bien qui ment? Et la lettre a continué. Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C'est ainsi, suite au soutien personnel de son Excellence Mobutu Sese Seko, à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous reconnaissait le droit à la citoyenneté zaïroise. Donc ils ont dit que Mobutu était bien et leur a donné. Au fur et à mesure que l'opposition zaïroise à nos intérêts et à notre influence s'organisait à l'intérieur du pays, nous croyons toujours aux promesses du général Mobutu de sauvegarder nos intérêts. Hélas, c'est avec une profonde indignation que nous vous faisons part d'une décision d'État qui a force de loi dans ce pays anarchique du comité central du parti unique, le mouvement populaire de la Révolution, prise en date du 8 juin 1981 et qui abroge purement et simplement la loi de 1972 qui nous reconnaissait d'une manière collective la nationalité zaïroise. Donc, ils se sont plaints encore qu'en 1981, quand ils ont écrit leur lettre, ils ont reconnu que Mobutu avait accepté, mais le comité central a encore renié ça en 1981. C'est la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas toi et moi nous discutons parce que je ne t'aime pas, parce que nous discutons. C'est-à-dire Mobutu, oui, je ne dis pas que Mobutu n'avait pas signé une ordonnance. Il a signé en 71. En 72, le même Mobutu a contresigné. Non, je refuse ce que j'ai fait il y a une année. En 81, le comité central s'est réuni encore. Parce que ces gens-là continuent toujours à demander. Le comité central a dit, moi, je suis non, Trakatara. Vous n'êtes pas des Congo, des Aïrois, et vous n'allez pas devenir des Aïrois dans le futur. Vous n'allez pas devenir. Dans leur lettre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont continué. Nous nous opposons donc avec force à la procédure individuelle de demande de petite ou grande naturalisation décidée par les membres du comité central du MPR, dont le président n'est autre que le menteur tyran Mobutu Sese Seko. Mobutu était bien quand il leur avait accordé la nationalité selon eux. Quand il est revenu en 72, une année après, il commençait à le suspecter. En 81, quand Mobutu a assis maintenant son pouvoir, c'est-à-dire Mobutu, avec l'expérience, vous savez, il y a des choses que Mobutu pouvait faire en 71. Il était jeune, il était immature en politique, il ne savait pas beaucoup de choses. Il a signé, mais avec le temps, il a vu le comportement de ces gens, il a compris maintenant beaucoup de choses. Et en 81, Mobutu était mûr en politique. Il a assis son pouvoir convenablement et le comité central, composé des gens qui connaissent, des grands professeurs. Ce n'est pas le pouvoir d'aujourd'hui qu'on a au Congo. Là, il y a beaucoup d'idiots qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas ce qui est en train de se passer. Bien que dictateur, Mobutu était entouré de grands juristes, de grands professeurs d'histoire qui connaissaient beaucoup de choses. Et ce sont ces gens-là qui ont dit non. Avec ces gens, nous connaissons beaucoup de choses qui se trament. Pas de nationalité zaïroise. Et ils ont appelé Mobutu dictateur. Ils ont continué dans leurs lettres. Retenez les mots bon. Ici, c'est moi maintenant qui le dis. Hein. Ils ont écrit leurs lettres. Quelque part, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ce qui m'a vraiment choqué. Ils ont parlé d'intérêt et influence. Donc, grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C'est ainsi, suite
au soutien personnel de son Excellence Mobutu, à cette époque-là, la loi nous reconnaissait le droit à la citoyenneté zaïroise. Dans leurs lettres, ils ont parlé des intérêts et de leur influence. Vous voyez, c'est-à-dire ils sont venus au Congo pour des intérêts. C'est pourquoi James Kabarebe, quand il parlait un jour à l'université là, à Kigali, il avait dit, le Banyamulenge, nous au Rwanda, nous ne connaissons pas le Banyamulenge. Kagame et James Kabarebe ont vécu en Ouganda pendant beaucoup de temps. Ils ne savaient pas qu'il y a quelqu'un, un Rwandais, qu'on appelle Banyamulenge. Non. James Kabarebe a dit, non, ces gens-là n'existent pas. Si nous essayons d'étudier, James Kabarebe a dit, non, ce sont des Rwandais complexés et opportunistes. Opportunistes, c'est ce qui cherchent des intérêts au Congo. C'est-à-dire, ils sont entrés au Congo, ils ont vécu longuement, ils ont aimé le Congo, mais ils ont des choses qu'ils veulent faire au Congo. C'est comme tu viens en Amérique. Tu vis en Amérique pendant 15 ans. On veut traiter ton dossier. En Amérique, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années, 7 ans, il n'a pas de nationalité. Il n'a jamais été arrêté, il travaille là-bas, tout ça. Mais le jour où le gouvernement veut s'asseoir là-bas, le juge, on lui dit, nous te refusons la nationalité. Oh, j'ai fait 15 ans en Amérique. Oh, j'ai fait 20 ans. Ça peut se faire, on ne peut pas refuser. Tu manges, c'est ton droit. C'est que le droit de l'homme dit, si tu entres dans un pays, tu as droit à la nourriture et au shelter, logis, là où il faut dormir. C'est ton droit fondamental. Je peux te donner pendant le temps où je suis en train de traiter ton dossier. Même après 20 ans. En Amérique, ça se fait. Il y a des gens qui sont en Amérique il y a 20 ans. La décision peut tomber aujourd'hui, on te dit no. You cannot become a US citizen. Tu peux prendre les armes maintenant pour insulter les Américains, pour dire mes intérêts en Californie, mes intérêts au Texas, mes intérêts à New York, que je vais vous tuer. On te coffre. Mes chers amis, je manque même des mots. Ce n'est qu'au Congo, là où un étranger peut venir, il dit qu'il a fait 30 ans au Congo, il a ses intérêts là-bas et son influence. Il veut la nationalité. Si vous refusez, il prend les armes. Et on voit beaucoup de gens dans le monde, les soi-disant intellectuels, en train de supporter cela. Ce sont des bêtises. Donc, si vous voyez bien, ces gens-là sont venus avec d'autres agendas. Et c'est ça le grand problème. Nous ne connaissions pas cet agenda. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Mobutu aussi, dans sa dictature, n'a pas pris soin d'améliorer certains départements du gouvernement. Le service d'immigration au Congo n'existait pratiquement pas. Ou bien s'il existait, il ne travaillait pas convenablement. Un Rwandais pouvait quitter le Rwanda, il traverse là, Gisenyi, je ne sais quoi, il entre au Congo, il peut aller dormir là, 2 mois, 7 mois, il entre, il continue. Il arrive même à Lubumbashi. On ne pouvait pas lui demander des papiers. Un Congolais pouvait traverser, aller aussi au Rwanda et au Burundi. Il revient. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on ne t'a pas vu, parce qu'il y a un laissé-aller, donc tu t'autoproclames Congolais, ou bien Burundais, ou bien Rwandais. Non. Maintenant, la loi est dure et c'est la loi. Les gens nous disent, oh, il y a ça. C'est la réponse que je voulais donner à ces gens-là. Quand ils ont organisé leur émission, il fallait qu'ils appellent même des gens qui sont de l'opposition au Rwanda. Si vous êtes des Tous, si vous organisez une émission, c'est mieux d'appeler aussi les Hutus. Quel est votre point de vue? Les Toua, qu'est-ce que vous vous dites? Le FPR, c'est le parti au pouvoir. Appelez les gens de l'opposition. Appelez même des étrangers. Les grands profs de l'histoire, les Belges. La grande erreur aussi qui est au Congo, donc, c'est que même les gens au gouvernement au Congo se taisent. Et c'est vraiment honteux de voir qu'aujourd'hui, c'est qui? Charles Onana, un franco-camerounais, qui a déjà écrit beaucoup de livres et qui continue à écrire beaucoup de livres pour plaider notre cause, nous les Congolais. Mais on a des grands professeurs. Quand ils veulent te montrer leur diplôme, leur doctorat, leur licence, leur ingénierat, un Congolais, vous savez, quand il parle, bien habillé là-bas, choco, les bijoux, vous allez voir qu'il vient du ciel. Mais ce sont les mêmes professeurs que Joseph Kabila a mis à son service là de Mignato pour trahir le pays.
Mais aujourd'hui, vous voyez, Dieu même a dit, même si toi, tu ne veux pas défendre ton pays, Dieu va susciter même des étrangers. Dieu a Congo, si vous les Congolais, vous êtes endormis, même des étrangers viendront. Dieu va susciter même des avocats étrangers pour défendre ce pays-là. Parce que tout ce qui est en train de se passer là-bas, c'est le mensonge. Le Banyamulenge, ce n'est pas une tribu du Congo. Ça, c'est faux. Allez même en Belgique, dans le musée là-bas à Bruxelles. On appelle quoi, musée quoi, Tervuren, quoi. Allez chercher. Vous ne trouverez jamais une tribu qu'on appelle Banyamulenge. Mais quand il y a des gens qui se disent Banyamulenge, il y a même des Congolais ignorants là-bas, vous soutenez cela. Joseph Kabila Kopal, mon achunda d'abord, quand on dit ma vérité. Nous faisons des émissions pour dire des vérités. C'est par flatterie. Esprit de pauvreté mentale là. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, même connaissant la vérité, vous allez chercher à manger. Et ce qui est grave, des étrangers qui viennent chez vous, qui prennent le pays en otage, qui prennent toutes les mines, vos richesses, qui commencent maintenant à faire sortir l'argent en compte-gouttes, qui donnent aux Congolais. Toi, je vais te donner $2000. Fais ça pour moi. C'est honteux. Même les Banyamulenge aujourd'hui, les Azeras Rouberois, Moïse Nyarugabo, deviennent des chefs sur la terre qui ne leur appartient même pas. Vous commencez à les applaudir même en cours de route à Kinshasa. C'est ça la honte du peuple congolais. Et quand tout ça se passe, Charles Onana a bien dit, et quelqu'un m'a appelé pour me dire, Mac, entre un peu dans ton ordinateur. Il y a un fait que beaucoup de gens ne se posent pas, ne se demandent pas. Vous savez, quand il y a eu le génocide au Rwanda, le peuple rwandais était combien? Si nous voulons prendre le rapport de recensement que le gouvernement de Berman avait fait avant même le génocide, on te dit que les Rwandais étaient au nombre de 6 millions. Aujourd'hui, ils sont 11 millions et quelques. Ils tendent vers les 12 millions. Mais en ce temps-là, les Rwandais étaient 6 millions. Dans les 6 millions là-bas, si on peut répartir convenablement, c'est-à-dire les Tutsis représentaient 15%, ou bien 900 000 personnes. Les Hutus, c'était 85%, ou bien 5 millions 100 000. Et les Touas, c'est 1%, ou bien 60 000 personnes. Maintenant, le génocide est venu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le génocide a fait qu'on a tué 800 000 Tutsis. Le total, faisons les calculs. Prends ta calculatrice. La population du Rwanda en 1994-94 était de 6 millions. Le génocide des Tutsis, qu'on appelle des Tutsis, a tué 800 000 personnes. Mais en ce temps-là, on te dit qu'en 1994 ou bien 1994, les Tutsis étaient 900 000. Quand on tue, donc on tue 800 000, il va rester combien? Il va rester combien de gens? 100 000 personnes seulement. Donc, vous voyez qu'on arrive même à faire des calculs là-bas mensongers. C'est-à-dire, si on nous donne les chiffres qu'on nous a donnés, c'est-à-dire avec le génocide, il n'allait plus y avoir de Tutsis. C'est-à-dire, on allait tuer tous les Tutsis. C'est ça encore le sujet des discussions. C'est le sujet des discussions aujourd'hui. Les gens même, il y a d'autres même historiens, les gens de Kagame qui disent ça tue à peu près 1 million de gens. C'est-à-dire, quand on dit le génocide du Rwanda a tué au moins 1 million de Tutsis, c'est-à-dire, à vrai dire, il n'allait plus y avoir de Tutsis. Tous allaient être tués. Mais comment sont-ils encore vivants? C'est ce qu'on dit. Nous devons raisonner d'une manière scientifique. Le problème, c'est quoi? De 1994 jusqu'à aujourd'hui, 25 ans après le génocide du Rwanda, le problème, c'est quoi? Il y a eu trop de mensonges. Nous ne disons pas qu'on n'a pas tué des gens au Rwanda, ne confondez pas. Il y a eu des crimes, des atrocités, oui, on a tué beaucoup de gens. Maintenant, la répartition des tâches, c'est là où il y a trop de mensonges. Et tout ça, qui est derrière ça, Kagame lui-même n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'argent. C'est les multinationales.
Et pour mieux savoir le rôle que ces multinationales jouent, j'ai lu un livre. Qui était président en 1994 quand il y avait le génocide du Rwanda? C'est Bill Clinton. Tout ça, c'est l'administration Bill Clinton qui avait organisé ça. Et quand vous voyez ça, remarquez, j'ai eu la chance d'attraper ce livre. Quand vous lisez ce livre, hein, vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde. Si les Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui, c'est à cause de la famille Clinton. Le livre s'appelle Clinton Cash, l'argent de Clinton. Et remarquez aujourd'hui, les Clinton sont devenus une des familles les plus riches de la planète Terre. Pourquoi? Selon l'auteur qui a écrit ce livre, il s'appelle Peter Schweizer. Hein? Peter Schweizer. Il a écrit ce livre et il a dit l'argent de Clinton, c'est l'argent sale. Et je me souviens, pendant les campagnes, quand Hillary était devenue candidate chez les démocrates, ils étaient en débat avec Donald Trump. Donald Trump lui avait posé la question, vous avez la fondation Clinton, dites-nous là où vous trouvez votre argent. Hillary Clinton a voulu parler, il y a même des vidéos, tout ça. Hein? Entrez même si vous avez des internets chez vous, sur YouTube, écrivez Donald Trump and Hillary Clinton debate. Vous allez voir Donald Trump en train de dire que votre organisation, c'est une organisation criminelle. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent sale dans votre organisation. C'est ce qu'on appelle fondation. Donald Trump disait à Hillary clairement, your foundation is a criminal enterprise. C'est-à-dire votre fondation, c'est une entreprise criminelle. Donald Trump connaît beaucoup de choses. C'est pour cela que quand ce monsieur-là, Donald Trump, parle, beaucoup de gens prennent que ce monsieur-là est fou. Non. Donald Trump connaît ces gens très bien. Et même le problème qui était là, là on voulait donc impeachment, le mettre à côté, tout ça. Quand vous suivez très bien, c'est cette famille qui était derrière tout ça. Pourquoi? Si Donald Trump, on le met à côté, ce sont les démocrates qui vont encore revenir au pouvoir. Et qui dit démocrate, les démocrates sont dans les mains de cette famille. C'est-à-dire, au Congo, il y aura encore beaucoup de crimes. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Les démocrates sont des mauvais. On vous présente donc Donald Trump comme un fou. Mais ce monsieur-là raisonne très bien. On veut le mettre à côté. Pourquoi? Pendant sa présidence, il est en train de détruire les réseaux que la famille Clinton avait déjà tissés pour créer des guerres et s'enrichir au détriment de beaucoup de gens en Afrique. Et spécialement le Congo, c'était leur terrain. Selon le livre, quand vous lisez, il y a un chapitre qui m'a intéressé. Surtout vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, moi je me plains, même en Afrique du Sud. Les livres sont moins chers là-bas. Quand vous lisez le chapitre 8, c'est à la page 119. Hein? On vous dit World Economics, the Clinton do Africa. Donc, les Clinton ont su créer une économie de warlords, les seigneurs de guerre. Cette famille, c'est une famille démoniaque, satanique. C'est eux, ils mettent dans chaque pays des seigneurs de guerre. C'est-à-dire, c'est eux qui créent des rebelles. Ils leur donnent des armes pour déranger les pays dans lesquels ils veulent pénétrer pour voler. Et le cas le plus flagrant, c'est la République démocratique du Congo. Clinton, c'est lui qui a mis la fondation en 1994. C'est Clinton qui a choisi Kagame. C'est Clinton qui a fourni beaucoup d'armes à Kagame, qui lui a donné dans les mains de Museveni, prépare-moi le terrain pour entraîner ces gens. C'est Clinton qui a aidé Kagame à prendre le pouvoir. C'est Clinton qui a corrompu, qui a bloqué les actions de l'ONU. C'est Clinton qui a bloqué la France. C'est Clinton qui a bloqué la Belgique pour ne pas même sauver des gens au Burundi et au Rwanda. Donc on pouvait sauver beaucoup de gens là-bas, que ce soit des Hutus ou bien des Tutsis, pendant les choses là qui s'est passées. Imaginez-vous, les gens commencent à s'entretuer. La vérité, on te dit, c'est quoi? Clinton avait donné trop de possibilités
à Kagame. Parce que Kagame a commencé à attaquer le Rwanda, c'est au début, la fin 1990, début 1991. Les accords d'Arusha étaient là, en 1992, 93, début 94, ils étaient toujours dans les accords d'Arusha. C'est-à-dire au moins 2 ans et demi ou bien 3 ans, les militaires de Kagame avaient pénétré, ils s'étaient infiltrés sur toute l'étendue du Rwanda, comme ils sont au Congo aujourd'hui. Et quand ils ont vu qu'ils étaient prêts, ils avaient occupé tous les points stratégiques en infiltration. Les autres étaient comme en civil, mais ils étaient déjà là, ils communiquaient. Quand ils ont vu que maintenant tout va bien, nous pouvons maintenant passer à l'action. Passer à l'action, c'était quoi? Tuer maintenant le président Habyarimana. Et ça a créé maintenant un grand chaos. Clinton savait ça. Il était président des États-Unis d'Amérique. Il a pesé à l'ONU. Et qui était à l'ONU? C'était le francophone, Boutros Ghali. Pourquoi? C'était la guerre entre les francophones et les anglophones. Quand ils ont tué Habyarimana, si vous lisez encore, on vous dira quelque part que les 3 missiles avec lesquels on a tiré l'avion d'Habyarimana étaient transportés dans les véhicules de l'ONU. L'ONU qu'on appelle MINUAR, qu'on appelait MINUAR au Rwanda. C'est eux qui ont transporté ces histoires-là pour les amener à la colline. Parce qu'ils étaient neutres. On ne contrôlait pas les véhicules de l'ONU. Hein? Parce que même à Kigali, si vous allez là-bas, pendant les temps de pourparlers, les militaires de 2 camps étaient déjà là. C'est-à-dire les Kagamistes étaient à Kigali, les Habyarimanistes étaient aussi à Kigali. Ils prenaient leur délégation pour aller à Arusha, en Tanzanie, discuter. Ils n'étaient pas en dehors, ils étaient là. On les logeait même dans des hôtels, tout ça. Et pour jouer la neutralité, il y avait trop de barrières qu'on mettait là. Il y avait des barrières là où ils contrôlaient tous ensemble. C'est-à-dire les gens du FPR de Kagame et les gens du gouvernement d'Habyarimana contrôlaient tout ce qui se passait dans des barrières. Pour ne pas dire que cela fait passer des armes et tout ça. Mais comment est-ce qu'on a fait passer 3 missiles qui étaient venus du stock d'armes de l'Ouganda pour les amener au Rwanda et les amener à la colline de Masaka, près de l'aéroport? Là, on a tiré l'avion du président. Un Belge a aussi donné des secrets. C'est-à-dire, on les a transportés dans un véhicule de l'ONU, parce que l'ONU, on ne contrôle pas les véhicules de l'ONU. C'est eux qui les ont pris. Qui faisait tout ça au téléphone? Clinton. Quand ils étaient prêts, c'est-à-dire ils avaient infiltré le Rwanda. Ils étaient partout. Qu'on ne vous trompe pas, non, ils sont venus de quelque part pour finir le génocide qui était au Rwanda. Non, ils étaient déjà là. Quand on a tiré maintenant l'avion, c'était leur signal. Quand on tire, mais il faut déclencher. Et quelques jours avant, comme je vous avais dit dans ma vidéo passée, Clinton a pesé sur la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils ont coupé l'aide au Rwanda. Il a pesé sur la coopération militaire de tous les pays du monde pour ne pas coopérer avec les militaires du Rwanda d'Habyarimana. C'est-à-dire qu'ils ont placé le Rwanda d'Habyarimana sous embargo militaire. C'est-à-dire même quand vous commencez à vous battre, tout ça en prévision de quoi? Quand Kagame, avec son FPR, vont commencer à se battre avec le gouvernement d'Habyarimana, c'est quand vous vous battez, vous dépensez les munitions. Vous allez arriver à un moment donné, vous n'avez plus de munitions parce qu'il n'y a pas de munitions de réchange. Vous n'avez plus de balles, de cartouches. Et pendant ce temps-là, Clinton avait réussi à ouvrir une brèche du côté de l'Ouganda. On a provisionné le FPR de Kagame par un circuit venant de l'Ouganda. Et cela a eu lieu comment? On a abattu l'avion de Habyarimana le 6 avril 1994 à 20h30 quelques. Et on a commencé la guerre cette nuit-là, qu'on ne vous trompe pas. La guerre a commencé. Ce n'est pas, non, les gens avec machette d'abord, oui, ils sont venus après. C'était d'abord une guerre, 2 armées qui se battaient. Pendant 2 mois et demi. C'est-à-dire, si on a tué des gens, tous les 2 ont tué. Parce que l'homme avait déjà pris presque la moitié du Rwanda, officiellement. Et c'est sur pression, c'est ce qui lui a permis de faire pression pour que Habyarimana accepte les négociations. Clinton était derrière. Et tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour rester au Rwanda, en prévision donc de faire sauter le verrou.
C'est-à-dire de mettre leur homme à Kigali, et Museveni était déjà leur homme en Ouganda, pour commencer maintenant à faire la guerre au Congo. Percer, entrer au Congo. C'était ça l'objectif ultime. Tout ce qu'ils disent, génocide du Rwanda, ils en parlent, ce sont des hypocrites. Ils ne regrettent même pas les morts du Rwanda. Pourquoi ils ont fait ça sciemment? C'était le sacrifice rwandais qui allait permettre à Kagame de prendre le pouvoir, de percer la porte du Congo pour voler les richesses les plus chères de la planète Terre et rester là. Et ce sont ces richesses-là qui ont permis à beaucoup de gens de devenir riches. Clinton a tissé ces liens-là. Il savait qu'un jour, je ne serai plus président. Avant mon départ, c'est pourquoi il a tout fait pour tuer Laurent Désiré Kabila. Pour qu'il savait que si moi, je finis ma présidence, je pars. Il peut y avoir un autre président américain qui peut venir, qui sera contre mon idéologie. Il peut venir changer les choses. Kagame ne sera plus dans de bonnes mains. Il ne sera plus comment entrer au Congo. Il fallait tout faire pour paralyser le Congo. Et la mort de Laurent Désiré Kabila, c'était le début de la paralysie interne du Congo. Et ils ont utilisé la méthode qu'ils utilisaient au Rwanda. Travailler avec l'ONU, la MINUAR, qui est devenue MONUSCO, qui fait le même job qu'au Rwanda, qui fait entrer les armes, hein, qui fait infiltrer même les Rwandais au Congo. Donc nous sommes combattus par l'ONU et beaucoup d'institutions du monde. Et Clinton s'est retiré, il n'est plus président, mais il a réussi de mettre en place des organisations. Hein. Il a réussi à donner les mines du Congo à des multinationales. Et maintenant, comment est-ce qu'il reçoit l'argent? Il s'est retiré, il a formé, c'est ça, selon ce livre. En se retirant, Clinton a formé ce qu'on appelle la Fondation Clinton. Il s'est retiré là, il se met comme un boss. Maintenant, il a déjà paralysé le Congo. Il a déjà mis le Congo dans un état de chaos qui va durer beaucoup d'années. C'est Clinton qui a appelé des institutions du monde, donc les multinationales, pour leur donner des mines du Congo à $0 ou bien à moins cher. C'est-à-dire ces gens-là travaillent en connexion avec la famille Clinton. Lui, il se retire maintenant, je ne suis plus président aux États-Unis, il croise les bras. Maintenant, ce sont les multinationales là. Quand ils volent, ils donnent des pourcentages à la Fondation Clinton. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce livre. Allez chercher ce livre, Clinton Cash. Vous allez voir la famille des démons. Ce sont les diables en personne. Si vous souffrez aujourd'hui au Congo, c'est à cause de ces gens. Et comment est-ce qu'il perçoit l'argent? Il fait le tour du monde, selon le livre, en donnant des discours. Hein, to give speeches, comme ils disent en anglais. Si vous invitez Clinton pour parler, par exemple, il va parler du sida au Congo, à Kinshasa, il va dormir là-bas, loger, nourrir, véhiculer, il va faire un discours de 30 minutes, Clinton vient, il parle comme ça, après 30 minutes, il vous dit thank you, vous applaudissez là-bas, climate change, le changement du climat, le sida, nous allons faire beaucoup d'efforts pour éliminer le sida, les mensonges, tout ça. Quand il finit, il part là-bas, on va lui remettre un chèque de $500 000 américains. Parfois, il y a des compagnies, des gens qui l'ont invité, qui lui donnent 1,5 million de dollars comme ça, chèque, cash. C'est-à-dire, il est en train de percevoir l'argent venant des mains des sociétés et des seigneurs de guerre qui, grâce à lui, ont eu l'opportunité d'avoir l'entrée au Congo pour piller pendant les 20 ans. Ils lui sont reconnaissants. Il est à côté, vous pensez qu'il n'a rien fait. C'est pour cela qu'il perçoit. Et pour vous comprenez que le Congo est devenu leur obsession. Hein? Personne ne veut laisser le Congo. C'est pour cela qu'ils sont en train d'ouvrir beaucoup d'histoires mensongères au Rwanda. Au centre de cancer. Kagame a inauguré centre de cancer. Allez demander au Rwanda, il y a combien de gens qui souffrent de cancer? Personne. Il ne dépasse même pas 10. Ils ouvrent beaucoup de business au Rwanda qui n'ont pas de sens. Les Rwandais, c'est un peuple pauvre. Même un homme du gouvernement rwandais ne peut pas s'acheter un véhicule ou une moto. La vie est chère au Rwanda. Derrière les buildings, demandez même aux gens de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, derrière les buildings qu'on vous montre, il y a la misère totale. Il y a des gens qui ne savent pas nouer les deux bouts du mois. On ne peut pas te permettre, toi, aller filmer les villages là. Non. On filme seulement les rues propres. Et ce qu'on a construit là, on te dit, ce ne sont pas les Rwandais qui ont construit ça.
Ce sont les multinationales qui ont amené leur histoire. C'est le business, période. Et qui est derrière la famille Clinton. Et un incident que j'ai lu ici, ça m'a ouvert les yeux. Vous savez pourquoi Hillary Clinton, quand Bill Clinton était parti, vous savez le motif qui avait poussé Hillary Clinton à dire que moi aussi je vais devenir président des États-Unis d'Amérique. Ce livre a donné le secret. Moi, beaucoup de gens ne savaient pas. Ce n'était pas pour devenir président des États-Unis d'Amérique inutilement. C'était pour aller continuer l'œuvre de son mari dans le monde, et spécialement au Congo. C'est-à-dire la famille Clinton. L'homme part, malheureusement, ils n'ont pas mis au monde des enfants, des garçons, des hommes, tout ça qui pouvait succéder à Bill Clinton. Ils ont Chelsea, la fille là-bas, Chelsea Clinton, trop jeune, qui ne peut pas devenir président des États-Unis. C'est pour cela que Hillary s'est empressé de devenir candidat à la présidence rapidement, avec l'esprit d'aller continuer l'œuvre que son mari a laissée au Congo. Obama l'a battu. Et comprenez pourquoi Hillary Clinton avait beaucoup insisté. On lui a même dit par les démocrates, Obama est en train de te battre partout. Pourquoi tu ne peux pas laisser les campagnes? Hillary ne voulait pas laisser les campagnes. Elle s'est beaucoup endettée. Ce n'est pas un jeu. Avec l'espoir, quoi, si je deviens président des États-Unis d'Amérique, première action, aller au Congo démocratique. Je vais récolter l'argent des multinationales que mon mari a mis là-bas. C'est-à-dire l'Ikelemba. Les multinationales qui sont au Congo, la plupart, c'est Bill Clinton qui leur a ouvert le marché. Cotisation, qui entre dans ce qu'on appelle Fondation Clinton. Hillary n'est pas devenue président des États-Unis. Elle a beaucoup pleuré. Et le lobby de Clinton et d'autres compagnies ont pesé. Obama ne voulait pas que Clinton soit dans son gouvernement. Mais des lobbies ont appelé Obama dans une maison quelque part là-bas à l'est des États-Unis. Ils se sont enfermés pour que Hillary puisse laisser de continuer à faire les campagnes. Obama est favori, il te bat partout. Tu veux donc coller pourquoi? Tu vas nous distraire, nous les démocrates. Nous voulons déjà présenter notre candidat, c'est Obama. On a convaincu Hillary Clinton. C'était un deal. Dans la maison d'une femme américaine, en privé, pas de caméra, pas quoi. Mais les infos sont sorties. Ils ont calmé Hillary Clinton que tu auras un cadeau. Ils ont poussé Obama. Tu deviens président, n'oublie pas. Fais d'Hillary Clinton Secretary of State. C'est pour cela qu'Obama a pris Hillary Clinton comme Secretary of State. C'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, je ne me trompe pas, comme Mike Pompeo. Et dans cet état d'esprit-là, Hillary était allée au Congo. Vous avez vu Hillary venir au Congo? C'était pour voir de près l'œuvre de son mari. Comme le criminel vient toujours sur l'endroit du crime, elle est allée là-bas pour voir de ses propres yeux et parler à ces gens-là. Que vous avez fait un grand travail. Vous avez vu un garçon là, un étudiant congolais lui a posé la question. Elle s'était fâchée. Hein? Donc c'est ces gens-là. Et ce livre nous dit que ils ont embarqué un Congolais dans leur mission là-bas de mafia pour voler les richesses du Congo. Un basketteur de grande renommée, Mutombo Dikembe, est dans ce livre aussi. Hillary Clinton l'a pris. Pourquoi? Pour que Azala garçon ait habité Tinda. Hein? Les Clinton l'ont pris. Pourquoi? Parce que chaque fois que Mutombo arrive au Congo, beaucoup de Congolais ne savent pas. Beaucoup de choses, il ne vient pas parce qu'il veut venir au Congo, parce que tout ça. Ils l'ont connecté avec la mafia des mines du Congo. Pendant un voyage, en 2012, les Clinton avaient loué un avion là-bas, Gulfstream. Ils avaient appelé Mutombo Dikembe, toi tu iras avec des businessmen. C'était pour aller au Congo, prendre... Donc, c'était pour prendre de l'or. Voilà un peu. Il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas dire des imbécilités ici. Ouais. Lisez ici, Dikembe Mutombo, ici. Là où j'ai mis la main.
Dikembe Mutombo est là. Mutombo Dikembe. Hein? Nous voulons parler avec des preuves. Mutombo Dikembe était allé au Congo avec une mission donnée par des multinationales que Clinton contrôlait. Aller récupérer de l'or d'une valeur de 20 millions de dollars américains. C'est ce que ce monsieur a écrit, Peter Schweizer. Ils sont allés là-bas. Et comme aux États-Unis, il y avait changement de gouvernement, il y a beaucoup de gens qui connaissaient la mafia de Clinton. Ils ont commencé à signaler beaucoup de services de la CIA, l'immigration du Congo était mis au courant par les autres Américains, les contre Clinton. C'est pour cela que vous avez entendu à un moment donné que Mutombo Dikembe était arrêté. Et c'est vrai. Mutombo Dikembe était arrêté à Goma. Ils sont allés et on te dit parfois Mutombo Dikembe ne savait pas là où ils allaient. Ils sont débarqués à Goma. Mutombo a dit c'est à Goma. Ils voulaient prendre quoi? L'or d'une valeur de 20 millions de dollars. Ils avaient déjà fait sortir 5 millions, comme à Vangou, pour que les gens là puissent passer la dardar, et beaucoup de services anti-Clinton, en commençant par les États-Unis d'Amérique, l'Europe, avaient téléphoné pour dire non, trop c'est trop. Les Clinton volent pas mal. C'est pour cela que vous avez entendu qu'on avait arrêté Mutombo Dikembe. Avec des businessmen américains, il y avait même des Arabes dans cet avion-là, tout ça. Mutombo Dikembe avait même pris un de ses cousins, Rigen Mutombo, non, un neveu, qui était dans cet avion là-bas, jet privé Gulfstream, et qui devait leur donner de l'or. Mes chers amis, je vous pose encore la question. Vous savez, c'était un seigneur de guerre qui avait déjà réussi à voler beaucoup d'or dans des compagnies du Congo et creuser d'une manière artisanale. Tout ça. Là, il y a des guerres. Ce que vous appelez les ADF Nalou, les M23, ils vont voler, ils mettent quelque part pour voir comment dispatcher ça. Ils étaient étonnés de voir que c'est lui qui devait leur amener l'or ayant une valeur de 20 millions de dollars, c'est Bosco Ntaganda. Le nom est ici. C'est Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda, un seigneur de guerre de mauvais goût. Cherchez ce livre, Clinton Cash, l'argent de Clinton. On a arrêté ce mouvement-là. Mutombo Dikembe était arrêté. Comme il a la nationalité américaine, selon le livre, on devait l'arrêter au Congo. Et comme on ne juge jamais un citoyen américain sur un sol étranger, il fallait qu'il revienne aux États-Unis et passer directement par la case prison. Pourquoi? Parce qu'il est en train de trafiquer les diamants, les richesses du sang du Congo. Or, Obama avait émis une loi qui dit que fini l'exploitation, la commercialisation de tout ce qui vient du Congo parce que ce sont des richesses du sang. Curieusement, Mutombo Dikembe a quitté Goma, là où il était emprisonné pendant quelques jours, directement à Rwanda. Après Rwanda, il est venu aux États-Unis, libre, free, comme un oiseau. Et le livre te dit, qui a pesé, c'est Hillary Clinton, qui a appelé tous les services secrets, les services de justice, tout ça, Botika Zamananangai. Et Mutombo Dikembe était libre. Donc, regardez comment, quand les Bosco Ntaganda sont en train de vous tuer, et on les présente comme des Congolais, alors que ce sont des Rwandais. Et ce sont des gens comme des Clinton, selon un autre livre que j'ai lisé la fois passée. Il y a ce qu'on appelle des think tanks. Donc, ce sont des réservoirs de pensée là-bas. Là, il y a beaucoup d'Américains. C'est pourquoi vous voyez, je condamne même Moïse Katumbi. Quand il fait des voyages là-bas, il va à Washington DC, tout ça, pour rencontrer ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui se mettent autour d'une table, qui créent des choses. C'est eux qui créent des mensonges. Oh, le génocide du Rwanda a tué beaucoup de gens. Si vous suivez, ce n'est pas le chiffre exact. Les think tanks, people, ont créé le chiffre. Ils ont mis que non, ce qu'on a tué, ce sont seulement des Tutsis. Or, il y avait trop de Hutus qu'on a tués. Et on te dit le chiffre qu'on a tué au Rwanda, là. S'il fallait que ça soit rien que des Tutsis, les Tutsis allaient finir du Rwanda. C'est ça la réalité.
Donc en réalité, on avait tué plus ou moins 300 000 tous, s'il faut être honnête. Et maintenant, s'ils sont 800 000, mais les 500 000 là-bas, c'était qui? C'était des autres. Pourquoi? Parce que Kagame aussi avait infiltré le Rwanda comme ils ont infiltré le Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il faut qu'il y ait une guerre au Congo, mes chers amis, ça sera comme au Rwanda. Vous verrez les militaires venir de tous les coins là-bas, même des Vorus là-bas. Ils sont déjà là, comme ils l'ont fait au Rwanda. Donc nous sommes infiltrés, vous vivez avec eux, vous mangez avec eux, et comme l'ONU, la MINUAR, c'est lui qui avait aidé à transporter les 3 missiles sur la colline Masaka, qu'on avait utilisé pour tirer sur l'avion du président Habyarimana. La MINUAR, c'est la MONUC qui est devenue MONUSCO. Donc il y a même des gens qui ont écrit des notes là, que c'est la même MONUSCO qui transporte des armes pour les donner à ceux que vous appelez les ADF Nalu. Les ADF Nalu, les villageois du Congo, les gens de Beni dans les périphéries, ils ne mentent pas. Quand ils vous disent que les gens tuent ici à quelques mètres de la station de la MONUSCO, il peut tuer les gens, il fouille dans la forêt, vous chassez là-bas, vous entourez, vous encerclez, il va entrer dans l'enclos, dans le domaine de la MONUSCO, il se cache là. Il mange là-bas, il se lave là-bas, il se repose là-bas, il dorme là-bas. Et quand vient la nuit, les jeeps de la MONUSCO, les camions, les autos blindés, ils les prennent, ces gens-là. Ils les faisaient au Rwanda. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez les livres écrits non pas par des Congolais. Vous allez dire que nous ne vous aimons pas, nous sommes des menteurs. Des Américains. C'est pourquoi Charles Onana, quand il a écrit ça, il a raison. Charles Onana a totalement raison. Tout ce qu'on nous a présenté sur Kagame, c'est le mensonge. L'histoire de Kagame, c'est le chaos et le mensonge avec le support des gouvernements occidentaux, spécialement les anglo-saxons et des multinationales. Et pourquoi ils ne veulent pas lâcher le Congo? Il n'y a pas de raison de faire la guerre. Maintenant, ils ont un seul sujet, vouloir nous coller les Rwandais qui étaient venus au Congo, que ce sont les Banyamulenge, pour que ce soit la raison de la guerre. Oh, vous ne les aimez pas, nous sommes venus pour les protéger, tout ça. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autre raison, selon les chercheurs américains. Il n'y a pas d'autre raison qui pourront faire que les Rwandais et les Ougandais pourront revenir au Congo. Pour faire quoi? Si vous êtes venus nous aider avec Kabila, vous avez aidé Kabila, Laurent, tout ça. Mais le Congo est très riche. Si vous étiez rentré chez vous, il fallait aller au tribunal international. La facture, c'est combien? Le Congo allait déjà payer cet argent depuis longtemps. Mais pourquoi ils n'ont pas procédé de la manière? Il faut comprendre. Donc, chers frères et sœurs congolais, c'est de cela que je voulais vous parler. Et ce Bosco Ntaganda, on est en train de le présenter comme un Congolais, toujours dans l'esprit de la mafia de Kagame et de Bill Clinton. C'est ce que je voulais vous dire. Les think tanks, ce sont ces gens-là qui écrivent des idéologies. C'est parmi les gens des think tanks, donc les réservoirs des philosophes américains. C'est eux qui passent aux télévisions du monde pour parler pour Kagame. C'est eux qui préparent des agendas de Kagame de l'année. Kagame va parler à Boston. Kagame va à New York, il va parler. Tout ça, il prépare l'audience, tout ça. C'est pour le remercier. Pourquoi Kagame est en train de maintenir le chaos au Congo, le désordre, avec les soi-disant Rwandais qu'on appelle Banyamulenge. Et les Banyamulenge, les soi-disant Rwandais, les Banyamulenge, ils savent très bien qu'ils ne sont pas des Congolais. Même Azarès Rubero, là où il est, Bosco Ntaganda, ils le savent très bien. Avec l'autre là, Moïse Nyarugabo, deep down, ils savent très bien qu'ils ne sont pas des Congolais. C'est parce qu'ils sont pris aussi dans le circuit là-bas des superpuissances. Pour quand ils parlent avec orgueil. Ils savent qu'il y a des gouvernements occidentaux derrière eux qui leur donneront des armes. Et quand vous suivez, ils sont en train maintenant de chasser avec fureur aujourd'hui les gens dans les périphéries de Beni. Il y a beaucoup de déplacés maintenant qui entrent au Beni Centre, à Beni Centre. Pourquoi? C'est le deal. C'est ce que Félix Tshisekedi a dit. Ils ont dit à Félix Tshisekedi, nous devons accélérer le processus de la paix au Congo. Quand vous entendez Félix Tshisekedi dire, allez au Rwanda, au Ouganda, revenir,
pour dire que nous allons chercher la paix. Tout ça, c'est des phrases codées. Quand Tshisekedi dit nous allons chercher à accélérer le processus de la paix, c'est le processus de la paix. C'est-à-dire qu'il veut faire vite, les choses peuvent changer. Il faut qu'il fasse vite pour qu'il prenne béni tout ça, et pour que ça soit difficile de les déloger là-bas. C'est pourquoi je condamne les politiciens congolais de l'opposition, les Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi, Moïse Katumbi, qui se met là calme, qui attend de devenir président en 2023. Vous êtes des traîtres, des mauvais. Vous avez fait une coalition très bien. Au lieu de soutenir votre frère, Martin Fayulu, qui avait gagné, les mêmes lobbies, pendant les 21 jours qu'on a coupé l'Internet, ils sont venus en Ouganda, Rwanda, Kinshasa, pour peser. Ils ont menacé beaucoup de gouvernements en Europe. N'entrez pas dans cette affaire. Pourquoi? Ils voyaient que le Congo va changer. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir d'accès au Congo pour voler. Il y aura la paix. C'est ça le grand problème. Nous sommes confrontés au diable. Donc, chers frères et sœurs congolais, je m'arrête par ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse, mais avec un peu de volonté et de connaissance. Parce que ce qui tue les Congolais aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et regardez les gens de l'UDPS. Ils commencent maintenant à tourner en rond, comme des chiens enragés. Pourquoi? Ils s'étaient entêtés inutilement. Ils croyaient que ce qu'on leur avait donné, c'était de la viande, ou c'était l'odeur seulement de la viande. Après une année, tout a prouvé que Félix ne maîtrise rien, ne contrôle rien, il est seulement président étiquette. Le pouvoir est ailleurs. C'est-à-dire circuit, Joseph Kabila, Paul Kagame au Rwanda, Yoweri Museveni en Ouganda, et les multinationales. Tout ça. Je pense que les gens de l'UDPS sont maintenant devant un fait accompli. Ils sont devant un fait accompli. Vous voyez leurs vidéos qu'ils fassent, mais ils se contredisent. On vous disait. Tembe. Bosuki Wapi. Il y a même un frère congolais, ce n'est pas de Belgique. Oh, Félix est venu sauver le Congo. Félix est venu sauver le Congo. C'est Martin Fayulu qui allait vendre le Congo multinational. Tu ignores. Mais on te dit les multinationales. Les Américains écrivent des livres, mon frère. Pas un Congolais. Un Américain bien du circuit là-bas. Peter Schweizer. Tu ne peux pas contredire ce monsieur-là. Et il a dit quand il a écrit ce livre-là, Clinton l'avait beaucoup attaqué. Il fouillait sa maison. Il a demandé la sécurité au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il venait de faire sortir le secret de Clinton. C'est eux qui amènent des multinationales au Congo. Et quand il dit Félix est allé sauver le Congo, c'est par ignorance que beaucoup de gens disent ça. Par contre, c'est lui qui a remis le Congo dans les mains des multinationales, des mafias de Clinton et consorts. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui jouent ces jeux. Les gens qui raisonnent pour que les Congolais puissent rester dans l'état d'esclavage. Alors, chers frères et sœurs congolais, je vous remercie de m'avoir suivi. Seule la lutte libère. Le jour où les Congolais comprendront que nous devons laisser les distractions. Le vin est tiré, il faut le boire. Félix a commis la plus grande bévue de l'histoire, la plus grande trahison nationale. Le grand problème, c'est quoi? Comme me disait un Américain blanc, occupez-vous d'abord de vos traîtres. Nous tous d'abord aux États-Unis, pendant la Révolution américaine, remarquez même la Révolution française, allez même en Australie demander, il y a toujours des gens à l'intérieur. Kagame n'est rien. Museveni n'est rien. Ce sont des petits pays pauvres. S'ils parviennent à vous maîtriser, parce que vos frères sont mauvais, les Congolais d'abord, mettez en place des unités de lavage. C'est ce que ce blanc-là m'a dit. Les unités de lavage. Lavez les traîtres parmi vous. N'ayez pas pitié. Vous laissez vivre un traître, c'est 1000 Congolais qui vont mourir. Et les politiciens congolais, vous savez pourquoi ils se promènent librement? Ils disent même des bêtises là-bas. C'est parce qu'on n'a jamais donc éliminé ces gens-là. Ils savent que les Congolais sont des idiots. Les jours où ils vont voir que les Congolais se réveillent comme en Afrique du Sud, c'est-à-dire les politiciens ne vont plus commencer à sortir. C'est-à-dire qu'on va commencer à les chasser, à les éliminer un à un. C'est la guerre.
les choses vont commencer à changer de même. Et les Banyamulenge dans les montagnes, ils vont descendre pour traverser, aller au Rwanda, comme ils l'ont fait. Quelqu'un m'avait bien confirmé que quand il y avait élection là, avant qu'on proclame les 21 jours, ils avaient déjà traversé la frontière. Eux qui se disent Congolais, ils étaient déjà entrés au Rwanda et ils étaient à la frontière. C'est quand Félix est venu là, ils ont d'abord regardé le discours, on leur a dit, ça c'est notre homme, ils sont encore revenus. Ça veut dire, laissez ces gens-là. Balayons d'abord le Congo, les traîtres, tous les politiciens qui sont là. Les éliminer ces gens-là. C'est de bonne guerre. Hein? Cela ne fait pas dire nous prêchons la haine, nous disons quoi, non. Le jour où vous allez neutraliser les traîtres au Congo, les Congolais d'abord, vous verrez que les Rwandais vont fuir. Parce que les Congolais, nous sommes trop nombreux. Mais nous sommes asphyxiés par les frères congolais, le Koso, les gens qui veulent manger. Et je m'arrête par ici. Merci, chers frères et sœurs congolais. Cherchez des livres, lisez. Vous qui avez des moyens, allez online acheter le livre de Charles Onana, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Achetez même ce livre, vous verrez, les Clinton sont à la base des malheurs des Congolais. Je vous ai montré des pages pour ne pas dire que je mens, tout ça. C'est pourquoi les gens de l'UDPS, qu'ils disent ce qu'ils veulent, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je vous aime tous et je pense qu'avec un peu de conscience, beaucoup de sérieux, nous devons gagner cette guerre en commençant d'abord par torchonner l'intérieur. Neutralisons les Congolais traîtres. Et vous verrez que les ennemis vont fuir. Ça, c'est un plan que même les Américains qui aiment le Congo, les Blancs, ils sont en train de dire. Votre erreur, vous laissez trop les politiciens là circuler chez vous. Ils vous narguent même comme ça. Chargez-vous de ces gens-là. Et la libération commencera là, ce jour-là. Ne jamais trahir le Congo. Je vous aime tous.